Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour le débat sans filtre de ce soir. On reprend avec un petit peu de minutes de retard sur le rendez-vous de 21h, mais un petit peu d'avance sur la séance dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui, elle, va reprendre à 21h15 parce qu'ils ont fini un petit peu en retard. Ce soir, on va être vraiment très calé sur l'examen du texte et des débats actuellement en séance. Voilà, vous entendez dans mon bureau la cloche qui sonne pour la reprise de la séance. Donc ce soir, on va parler du code minier, de la montagne d'or, des pollutions liées à l'exploitation des mines, des anciennes mines, du texte en débat à l'Assemblée nationale et de ses conséquences pour de très, très nombreux territoires en France concernés. On pense en particulier à l'exemple de Salsigne. Je vous présente nos invités. Donc, nous sommes avec Olivier Gourbineau. Bonsoir Olivier. Olivier, il est juriste à France Nature Environnement. Il est coordinateur fédéral de FNE Languedoc-Roussillon et c'est un éminent spécialiste des sujets dont nous allons discuter ce soir. Et nous sommes aussi avec Marine Calmet. Bonsoir Marine. Marine, elle est avocate de formation, juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones, et elle est porte-parole du collectif Hors de question, opposé à la Montagne d'Or. C'est aussi une militante du respect des limites planétaires qui connaît très très bien les propositions de la Convention citoyenne sur le respect des limites planétaires et sur l'écocide. On pourra aussi évidemment l'évoquer. Avant d'entrer dans le vif de cette discussion, peut-être on va faire un petit retour sur l'actualité de la journée qui a été particulièrement chargée. Donc, comme vous l'avez vu, et je sais que ça a déjà été abordé dans le débat sans filtre, mais les jeunes qui manifestaient depuis 9 jours devant l'Assemblée nationale se sont vus interdire de manifestation, alors qu'ils sont vraiment totalement pacifiques et ils respectent les consignes, les gestes barrières, les distances, etc. Et des députés ont même été verbalisés, qui venaient à leur rencontre, ont même été verbalisés, ce qui est totalement contraire par ailleurs à la jurisprudence du Conseil d'État sur la liberté de manifestation, même dans un contexte d'état d'urgence sanitaire. Donc, si vous voulez réagir là-dessus, n'hésitez pas dans le chat. Et le deuxième événement de la journée qui provoque un très, très, très vif émoi dans la communauté scientifique qui travaille sur le climat. Je vais partager mon écran pour vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, voilà, c'est là que j'ai un problème de partage d'écran. Alors, non, c'est pas ça. Alors, je retourne au bon endroit. Si c'était ça. Voilà. J'arrive, hein, c'est les aléas du direct. Voilà, donc je vais vous montrer l'extrait dont il est question et on va expliquer, on va pouvoir décrypter ensemble parce que c'est extrêmement grave en fait. Vous avez raison de relever ce classement. C'est un classement fait par le MIT sur 76 pays qui met la France au 4e rang dans la transition énergétique parmi les pays les plus avancés. Ce classement, c'est un classement qui rend hommage à tous les efforts qui ont été faits, en particulier dans cette mandature. C'est la volonté de mettre la transition écologique au cœur de notre action que nous avons retrouvée dans le plan de relance avec les 30 milliards d'euros d'investissement que nous... Bon, voilà, j'arrête là parce que la suite est moins intéressante. Mais en fait, le problème, c'est que l'étude qui est citée là n'en est pas une.
depuis plusieurs jours. Circulent sur Twitter en particulier des tweets de Christophe Castaner, de François de Rugy, qui est ancien ministre de l'écologie. Là, c'était Emmanuelle Wargon, la ministre du logement, cet après-midi aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, et qui donc tous se glorifient du fait que la France serait le 4e meilleur pays au monde dans la lutte contre le changement climatique. Le problème, c'est que le document sur lequel il s'appuie commence en premier lieu à faire référence à un climato-obscurantiste notoire, hein, qui est monsieur Gervais, dont les positions de déni du changement climatique sont connues. Ensuite, que le classement en question, il est établi sur des données, sur la base de données extrêmement opaques. Et en fait, dans ce classement, tous les pays principaux émetteurs de gaz à effet de serre sortent en haut du classement. Donc, par exemple, des pays comme le Canada qui exploite les sables bitumineux et ainsi de suite. Et qu'en fait, les émissions de gaz à effet de serre ne comptent que pour 3% de la note qui est donnée dans ce classement, qui est présentée comme une étude du MIT, mais en réalité n'est pas une étude du MIT, et était un document qui a été financé notamment par Morgan et Stanley. Et donc, en fait, il y a une consternation extrêmement importante dans la communauté scientifique. Il y a des membres du Haut Conseil pour le climat qui ont réagi publiquement, en fait, en étant, vraiment en déplorant que des membres du gouvernement français et que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on puisse se référer à un document qui n'est pas un document scientifique, un document qui s'appuie par ailleurs, cite monsieur François Gervais, qui est climato-sceptique. Voilà, donc c'est la grosse affaire de la journée. Si vous voulez, je vous conseille, en même temps que vous suivez nos discussions, de voir les réactions de Madame Guivarch sur les réseaux sociaux, de monsieur Cassou, qui est climatologue et qui est un des principaux auteurs du chapitre 3 du prochain rapport du GIEC, de Valérie Masson-Delmotte, que nous avions reçue ici sur Twitch. Non, le MIT ne réagit pas. Donc, si vous voulez, on va prendre notre débat sur le code minier, mais s'il y a des Twitchers et des Twitcheuses qui veulent chercher de l'info sur le caractère bidon de cette étude, n'hésitez pas, parce que c'est extrêmement grave qu'une fake étude soit citée comme référence dans les débats à l'Assemblée nationale sur la loi climat. C'est un recul extrêmement grave. Voilà, alors on en vient à la réforme du code minier. Bonsoir Delphine, il y a ma collègue Delphine Bagary qui nous a rejoint, il y a Cédric Villani qui est aussi notre envoyé spécial dans l'hémicycle. Peut-être Marine et Olivier, si vous pouvez vous présenter en quelques mots chacun. Marine, pour commencer. Eh bien, merci. Tu m'avais déjà très bien présenté tout à l'heure, donc je vais peut-être rajouter... Dis-nous comment tu es tombée dans ce combat de la montagne d'or. Oui, alors d'accord, très bien. Alors, pour le faire très court, il se trouvait que j'étais envoyée par une association qui s'appelle Nature Rights en Guyane française pour soutenir juridiquement le travail des peuples autochtones, notamment sur la restitution de 400 000 hectares de terre que la France s'est engagée sous la mandature précédente à restituer aux peuples autochtones de Guyane, ce qui n'a toujours pas été fait malheureusement. Et dans ce cadre-là, évidemment, le débat montagne d'or était absolument... on ne pouvait pas le contourner en Guyane. C'était vraiment devenu un des sujets phares, évidemment, à ce moment-là, donc 2016-2017. Et puis, il se trouve que par la suite, j'ai mis à disposition mes compétences du collectif Hors de Question. On a gagné d'ailleurs une petite victoire, puisqu'on a une fois obtenu l'annulation d'un permis minier délivré justement à la compagnie Montagne d'Or. Aujourd'hui, donc, je suis porte-parole du collectif Hors de Question, et on continue évidemment aux côtés de toi, Delphine, et des autres députés à faire entendre raison au gouvernement et à tenter de tourner la page aussi
sur l'industrie minière en Guyane qui ne peut en aucun cas être verte, être durable, être respectueuse de l'environnement et des engagements en matière de protection du climat. Merci Marine. Olivier, comment t'es tombé dans les questions minières? Mets ton micro. Alors moi je suis juriste dans le mouvement France Nature Environnement. Je travaille dans les territoires depuis 15 ans. Et en fait, j'ai commencé ma carrière entre guillemets en Ardèche. Du coup, j'ai eu l'occasion d'être confronté à la question des gaz de schiste. Ça commence à dater un peu. À l'époque, on a redécouvert le code minier qu'on n'utilisait pas beaucoup. Les juristes à France Nature Environnement, il n'y a pas beaucoup d'histoire de mines, un petit peu en Guyane, mais bon, on en parlait moins qu'aujourd'hui. Et j'ai participé pour FNE parce que j'ai pris ce sujet-là qui était particulièrement prégnant sur mon territoire. Je l'ai pris pour FNE et j'ai suivi tous les travaux de la commission TUO qui, à l'époque, avait été mis en place par toi en tant que ministre. Et puis, suite à ça, j'ai suivi tous les péripéties de cette réforme qui n'a jamais abouti jusqu'à aujourd'hui, alors qu'elle était annoncée comme particulièrement urgente. Alors, ça m'a conduit à mener un certain nombre de contentieux, des contentieux notamment. À l'époque, on s'était rendu compte que les travaux de recherche d'hydrocarbures étaient soumis à une simple déclaration, sans étude d'impact, sans enquête publique, sans rien. Donc, on a fait un peu changer tout ça. On a gagné, on a eu quelques victoires, on a eu quelques défaites aussi. On s'est intéressé aux travaux de forage d'hydrocarbures par Shell au large de la Guyane. Voilà, tout ça aussi dans un contexte où FNE s'est longtemps battu, mais c'est un petit peu parallèle finalement à la réforme du code minier sur les territoires du passif minier, en particulier dans le Limousin. Mon collègue Antoine Gatté y a beaucoup travaillé. Il s'est beaucoup confronté à la difficulté de faire reconnaître les dommages environnementaux et sanitaires causés par les mines d'uranium. Et puis moi, maintenant, dans la région dans laquelle je travaille, sur les mines qui sont particulièrement connues, de Salsigne et de Saint-Félix-de-Paillers, où il est vrai que l'action associative est confrontée à de grandes difficultés, parce que pour faire avancer ces dossiers-là, il faut beaucoup d'énergie et puis on n'a probablement pas les outils techniques pour obtenir une amélioration satisfaisante à ce jour. Merci Olivier. Donc il y a Cédric qui est dans l'hémicycle, qui doit nous entendre. Vous êtes sur quoi là, Cédric? Non, il ne nous entend pas. Il n'a pas mis ses oreillettes. Delphine, par chez toi, vous avez certainement été concernée par le rappel historique que faisait Olivier là sur comment la France a redécouvert en fait les problèmes du code minier au moment de la délivrance de permis de recherche pour du gaz de schiste. Alors effectivement, chaque fois, on a été interpellés parce qu'on était concernés dans le Verdon. Delphine est députée des Alpes de Haute-Provence, une très très belle région. On était concernés dans le Verdon et alentour pour effectivement avoir des sollicités, on va dire, par des entreprises pour pouvoir chercher et pour pouvoir exploiter des éventuels gaz de schiste. Sauf que très rapidement, notamment dans le parc du Verdon où je suis, on s'était prononcé pour alerter la population en disant faites attention, nous pensons que ce n'est pas une bonne chose au niveau environnemental. Et voilà, après, on n'a pas d'exploitation de mines du tout dans mon département, mais de fait, cette exploitation du gaz de schiste et du gaz de schiste en région PACA, de façon générale, nous étions sollicités pour donner un avis. Cédric, ça y est, il a retrouvé son oreillette. Oui, là j'ai retrouvé mon oreillette, je suis bien installé en hémicycle. Notre collègue Valérie Petit est venue nous rendre une petite visite. Là, je lui informe sur comment ça se passe, les débats en Twitch et tout ça. On a déposé plein de sous-amendements sur son amendement à Valérie Petit. Ah, ben, je ne sais pas si elle a vu ça, Valérie. Sur le 35-48, tu lui dis. Sur ton 35-48, on a déposé plein de sous-amendements.
Oui, oui, c'est parce qu'il nous a plu. On va regarder. Ici, lequel, Delphine? Rappelle-nous le 30 C'est celui qui est très important. Donc, on entre dans le vif du débat. Très important. Puisque c'est donc là, il faut que on fasse une micro-explication. Je vais passer la parole à Olivier et à Marine. Mais en fait, bon, d'abord, la réforme du code minier, elle n'était pas dans les propositions. On l'a passé tout à l'heure. Je reviens vers toi après, Cédric. Oui, donc, pardon, j'avais oublié de couper mon micro. La réforme du code minier, elle n'était pas dans les propositions de la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, en revanche, elle disait stop en Guyane, pas seulement stop à la montagne d'or, mais stop à l'exploitation des ressources de la Guyane. Le gouvernement, lui, il se retrouve donc avec la nécessité de réformer le code minier. On va y revenir pour refaire l'histoire. Mais là, dans le projet de loi, il renvoie à une ordonnance. Donc, il renvoie au prochain gouvernement, prochain parlement, etc., cette réforme. Et du coup, on s'est bagarré en commission spéciale pour qu'il puisse y avoir des dispositions qui soient mises dans la loi maintenant pour empêcher des futurs projets quand il y a des impacts désastreux sur l'environnement. Très concrètement, juridiquement, ça se traduit par le fait de donner à l'administration la possibilité de refuser de délivrer un titre minier quand on a ce qu'on appelle un doute sérieux sur le respect de l'environnement. Donc, on a porté ce combat en commission et on a essayé de convaincre les collègues et même le gouvernement sur le fait qu'il fallait le mettre dans la loi maintenant. Et du coup, d'autres collègues, Valérie Petit, mais aussi, je crois, des collègues du MoDem, ont déposé une rédaction nouvelle de l'amendement que nous, on avait déposé en commission. Et ces amendements devraient avoir un avis favorable et donc devraient être adoptés ce soir, mais ils ne sont pas parfaits. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des sous-amendements. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant. Peut-être, Olivier, si tu peux rappeler les deux grands principes napoléoniens, parce qu'il faut aller chercher Napoléon, du droit du sous-sol en France et des ressources qui sont dedans, et en quoi il y a un gros problème de respect des principes de base de la protection de la nature. J'en profite pour remercier tous ceux qui envoient des infos sur les études bidons, l'étude bidon dont je parlais, dont la preuve est apportée en ce moment même sur le chat, qu'elle n'a rien à voir de façon directe, en tout cas avec le MIT. Olivier. Alors, écoute, pour faire simple, en fait, le code minier ne prévoit pas qu'on délivre des autorisations en considération des impacts environnementaux des projets. En fait, ces projets ne sont même pas soumis à étude d'impact. Donc, du coup, quand on délivre un titre minier, on a une autorisation. Yves Cochet avait dit à l'époque de débat sur les gaz de schiste, c'est un peu comme si on avait un permis de construire, mais on ne connaissait pas la taille de la maison, le type de fenêtre, le type de toit. En fait, on ne sait rien quand on délivre un titre minier. Donc, pas d'évaluation environnementale et puis surtout pas la possibilité de les refuser pour le ministre compétent, de dire non, votre projet d'exploitation minière qui va durer, alors quand c'est de la recherche, ça peut durer de 5 à 15 ans, hein, c'est à peu près ça. Pas de possibilité de dire non, on n'en veut pas. Quand c'est de l'exploitation, ça peut durer 30 ans. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça dépend un peu parce qu'il y a des prolongations. De dire non, on n'en veut pas parce que ce projet-là, tel que vous me l'avez décrit, présente des conséquences environnementales trop importantes. Alors ça, c'était la première chose qui était véritablement problématique et très surprenant à la lecture du code minier quand moi je l'ai découvert, donc il y a plus de 10 ans. Et puis la deuxième chose, c'était qu'en fait, il n'y avait aucune obligation de dire quoi que ce soit sur le projet minier. On ne pouvait pas le refuser au stade du permis de recherche ni au stade du permis d'exploitation pour des considérations environnementales. Mais en plus de tout, il y avait ce qu'on appelle le droit de suite, qui en fait impose à l'administration de délivrer à celui qui a le permis de recherche un permis d'exploitation. Autrement dit, au début, on ne demande rien finalement, on ne pose aucune question sur les conséquences environnementales du projet.
Et quand le projet naît, on ne peut plus refuser. Donc en fait, finalement, il n'y avait pas de participation du public possible, il n'y avait pas de possibilité de questionner le projet sur les impacts environnementaux. Alors, il est vrai que cet amendement-là, il remet ce point-là au centre du débat, et s'il est adopté, ça permettra, dès son adoption, de refuser des permis miniers quand on considère que les projets ont des impacts environnementaux trop importants. Et c'est la base de la réforme. Sans ça, il n'y a rien. Absolument. Alors, attends, il y a des questions là. Alors, d'abord, il y en a qui reviennent sur le gaz de schiste. Ce n'était pas censé être interdit en France, l'exploitation du gaz de schiste. Si. Tout à fait, c'est interdit. Ça a été interdit en 2 fois, en 2 lois. D'abord, la technique de la fracturation hydraulique et puis maintenant, le fait même de chercher des hydrocarbures conventionnels. On l'évoquait parce qu'en fait, quand la France s'est rendue compte que son code minier n'était pas du tout conforme à la charte de l'environnement, c'est au moment où il y a eu le débat sur le gaz de schiste. C'est pour ça qu'on l'évoquait. Après, par contre, si tu me permets, la loi sur les hydrocarbures, quand même, il faut revenir un petit peu dessus. Donc, il y a la loi qui interdit la technique de la fracturation hydraulique. Bon, ça, elle date d'un petit moment. Hein. Elle permet d'éviter la fracturation hydraulique. Et après, il y a une loi qui est interdite au début de ce quinquennat qui est censée interdire l'ouverture de nouvelles mines en matière d'hydrocarbures. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a un certain nombre de permis qui ont déjà été délivrés, que ces permis ont conféré des droits acquis. Comme je vous disais, les permis de recherche donnent le droit à faire de l'exploitation, et que sans réforme du code minier, finalement, ces permis continuent de vivre leur vie et la loi n'a pas pu revenir dessus. Finalement, la loi hydrocarbures, qui est intervenue au début de ce quinquennat, elle interdit d'ouvrir des mines d'hydrocarbures en 2040. C'est quelque chose qui est très intéressant, mais il y aura un législateur en 2040, il y aura probablement une conscience accrue des enjeux environnementaux et on peut se douter qu'il prendra des décisions ambitieuses à sa hauteur et laissons les gens en 2040 décider en 2040. Cette loi, elle n'a pas beaucoup d'impact aujourd'hui sur la recherche en matière d'hydrocarbures en France. Il y a des permis qui sont délivrés un petit peu partout et si demain on trouvait, on pourrait exploiter. Voilà. Alors, on va prendre un cas concret pour comprendre les implications de tout ça. On va commencer par le combat autour de la montagne d'or. Je propose que l'on partage une petite vidéo pour se remettre qui date un petit peu, hein, qui n'est pas très récente. Et ensuite, parce que je pense que ça illustre bien tous les débats, enfin tous les problèmes qui sont posés par les dispositions qui sont en train d'être débattues et qui vont être adoptées ou pas ce soir à l'Assemblée nationale. Donc, on va partager la première vidéo. Forêt amazonienne, quelques baraquements, des ouvriers prêts à exploiter la plus grande mine d'or à ciel ouvert de France. Une bataille à 3 milliards d'euros entre écologistes et industriels qu'Emmanuel Macron ne soutient plus. Il a estimé hier que le projet n'était pas acceptable. Car depuis le début, le dossier divise. Depuis plusieurs années, son promoteur vante les promesses de création d'emplois dans une région qui compte 22% de chômeurs. On prévoit de créer 750 emplois directs et pendant la phase de construction, on devrait être jusqu'à 900 personnes. Mais ce qui inquiète une partie de la population locale, ce sont les rejets de cyanure, une substance chimique très polluante utilisée pour extraire l'or. Voilà. Pour les associations de défense de l'environnement, l'annonce d'Emmanuel Macron est une manœuvre à quelques semaines des élections européennes. Nous ne sommes pas dupes. Nous considérons que notre combat sur la montagne d'or doit continuer. Non seulement il doit continuer, il doit s'intensifier, parce que la montagne d'or, si Monsieur le Président veut prendre une décision, il aurait pu la prendre tout de suite. De son côté, la compagnie minière ne s'annonce pas vaincue. La société est plus que jamais ouverte à un échange constructif avec le gouvernement afin de poursuivre l'amélioration de ce projet. Malgré l'annonce du président, le ministre de l'Environnement, François de Rugy, maintient son déplacement sur place prévu en juin. Il y rencontrera des acteurs locaux et notamment des populations amazoniennes. Alors ça, c'était en 2019. Il y a eu de nouveaux épisodes depuis. Peut-être d'abord, vraiment pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, si on peut expliquer la montagne d'or, de quoi il s'agit, et ensuite revenir sur le film des événements. Mais d'abord, de quoi on parle? Qui veut se lancer? Marine?
Alors, le projet Montagne d'Or, c'est tout simplement le plus gros projet industriel de mines qui était prévu sur le territoire de Guyane, donc à une centaine de kilomètres de Saint-Laurent-du-Maroni, et qui comportait donc un projet en fait de mine à ciel ouvert, donc une mine qu'on creuse par l'utilisation d'explosifs, en l'occurrence 10 à 12 tonnes d'explosifs par jour qui étaient prévus sur ce site. C'est des dimensions évidemment colossales. Et puis, c'est un site qui est extrêmement jusqu'ici important pour la biodiversité parce qu'il est situé en fait entre une réserve de biodiversité intégrale, et donc évidemment il y aurait eu un impact sur énormément d'espèces. Plus de 140 espèces protégées présentes sur le site, donc il s'agissait d'une aberration évidemment d'un point de vue écologique, également en raison de ces nécessités, de ses besoins en énergie, puisqu'il aurait fallu construire une centrale au fioul de 20 mégawatts juste pour alimenter cette mine, en sachant qu'une partie des peuples de Guyane n'ont pas accès à l'électricité de manière stable. Donc évidemment, il y a une logique aussi toujours de favoriser la mine au détriment même des populations locales. Et puis, une consommation en eau absolument faramineuse. On parlait de 470 000 litres d'eau par heure pour le projet Montagne d'Or. Donc, en fait, une déstructuration complète de l'écosystème local et des conséquences sur la santé des populations, sur l'environnement évidemment, qui n'était pas tolérable. Et donc il y a eu pendant de longs mois un débat public organisé par la CNDP, donc la Commission nationale du débat public, à la suite de laquelle nous avions, je pense, avec le collectif Hors de Question, réussi à suffisamment mettre la pression sur le gouvernement pour obtenir un rétropédalage de la part d'Emmanuel Macron sur ce projet qu'il a toujours soutenu et dont il est même quasiment à l'origine, en fait. Alors, quasiment à l'origine, pourquoi, Marine? Parce qu'il est à l'époque où le projet Montagne d'Or sort du chapeau. En fait, c'est à l'époque où il est donc ministre à Bercy. Il faut savoir que les mines d'or sont de la compétence de Bercy. Et donc, on voit très bien que depuis le début, il a soutenu ce projet, il l'a poussé. Et quand ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs quand on l'a vu sur Brut l'autre jour et qui disait « Mais qui a abandonné le projet Montagne d'Or? C'est nous, alors que tous les gouvernements précédents ont refusé de l'abandonner. » Enfin bon, c'était complètement ridicule évidemment. Et dans cette lutte, en fait, c'est finalement la pression public qui a fait plus que justement malheureusement tout ce que pouvait faire le code de l'environnement ou le code minier dans cette affaire, puisqu'on va en discuter ce soir. C'est vraiment la pression populaire et la mobilisation des peuples autochtones et des associations écologistes de Guyane et de métropole qui a fait pencher la balance et qui a permis politiquement d'obtenir et d'arracher plutôt l'abandon de ce projet. Oui, alors par rapport au rappel historique, je vais partager mon écran parce qu'effectivement, donc Columbus Gold, qui est la compagnie qui promeut le projet de la Montagne d'Or, s'était fendu d'un communiqué de presse en 2017 pour se réjouir le 8 mai 2017, pour se réjouir de l'élection du président de la République et y voir un signe très encourageant pour le projet de Montagne d'Or. Donc, peut-être c'est important ce que dit Marine sur le fait que c'était un dossier, j'allais dire, qui suivait son cours, où tout paraissait le chemin tout tracé. Et en fait, c'est la mobilisation locale, nationale, qui a permis d'en faire un énorme sujet dans le débat public et d'obliger le gouvernement à y renoncer. C'est comme ça que vous l'avez vécu. Alors, où on en est maintenant, puisqu'il y a eu des nouveaux épisodes? Peut-être aussi si Olivier peut nous expliquer les problèmes juridiques, parce que moi, j'en étais au fait que en fait, la compagnie attaque l'État. Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, juste peut-être un mot pour compléter ce qu'a dit Marine, finalement ce qui change dans le projet Montagne d'Or, c'est qu'aujourd'hui, l'exploitation en Guyane se fait beaucoup en alluvionnaire, c'est-à-dire qu'on récupère l'or dans les rivières. Là, il s'agit de faire différent, il s'agit de couper la montagne en deux, récupérer des matériaux et les passer dans ce fameux processus de cyanurisation pour récupérer de l'or. Donc on change d'échelle, on n'a pas le même impact. Ça, c'est le premier point qui mérite d'être précisé. La deuxième chose,
c'est que alors, l'État, en effet, suite à la position d'Emmanuel Macron affichée publiquement d'abandonner le projet, finalement a fait quelque chose qu'il fait assez souvent, il a tout simplement rien fait, et il a attendu que, par le simple écoulement du temps, naissent des décisions de rejet de la demande de prolongation de la concession Montagne d'Or qui était déjà existante et qui devait permettre, cette demande de prolongation, de mener le projet Montagne d'Or. Ça permet d'ailleurs de souligner qu'il y a déjà un certain nombre de concessions qui sont délivrées sur le territoire et qu'il suffit de les prolonger. Donc là, c'est un cas comme ça, on a une concession et la société titulaire de la concession demande sa prolongation. L'État se tait et au bout d'un moment, on a une décision de rejet. Donc, cette décision de rejet a été contestée devant le tribunal administratif de Cayenne et le tribunal a récemment rendu sa décision dans lequel il a constaté que à la fois le titulaire de la concession qui a demandé sa prolongation avait des capacités techniques et financières, de l'argent et qu'il avait déjà ouvert des mines. Et puis de l'autre côté, il a constaté aussi qu'il y avait la démonstration qu'un gisement exploitable était présent sur le périmètre de la concession. Et donc, il a conclu à l'obligation pour l'État de délivrer le titre minier. Autrement dit, il n'a jamais été question devant le tribunal administratif de Cayenne des impacts environnementaux de l'exploitation de Montagne d'Or. Il n'en a jamais été question pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, le code minier ne prévoit pas que ces prolongations de concession ou même la délivrance de concession soient fonction des conséquences environnementales de l'exploitation à venir. Donc, il a délivré en application du code minier, il a annulé le rejet de l'État implicite et il a enjoint à l'État de délivrer la concession dans un délai de 6 mois. Là-dessus, l'État a fait appel et aujourd'hui, le dossier est devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça tient beaucoup à l'amendement dont tu parlais finalement, hein, parce qu'on constate que cet amendement, en fait, s'il est adopté, il va permettre d'examiner les projets miniers au regard des conséquences environnementales. La question, c'est est-ce qu'il va s'appliquer au rejet de Montagne d'Or qui a déjà eu lieu, hein, puisqu'on est devant le tribunal, il y a déjà eu une décision. Et est-ce qu'on peut examiner finalement cette décision, la légalité de cette décision, au regard de cette nouvelle condition qui serait introduite par cet amendement dans le droit positif? Alors, la réponse n'est pas évidente, elle est délicate. On peut constater que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'il y a probablement une volonté du gouvernement d'essayer, si cet amendement est adopté, d'essayer, grâce à cet amendement, de pouvoir débattre des impacts environnementaux d'Or pour justifier un rejet, mais ça va beaucoup dépendre quand même de la manière dont la Cour d'appel de Bordeaux va se comporter et quel type d'injonction elle va donner au tribunal. Si la Cour administrative d'appel de Bordeaux dit l'injonction que je donne au tribunal, c'est délivrer la concession, la messe est dite. Si la Cour administrative d'appel de Bordeaux dit je vous demande de réexaminer votre position, de réinstruire la demande de prolongation, à ce moment-là, on peut penser qu'on pourrait la réinstruire au regard des nouvelles dispositions et donc refuser pour des considérations environnementales. Alors, Cédric, pardon de t'interrompre, dit qu'il faut qu'on aille écouter l'hémicycle. Allez. Qu'est-ce qui se passe, Cédric? Alors, on est sur l'amendement d'Anne-Laure Catelot qui demande que le gouvernement s'appuie sur la stratégie émanant de son rapport. Elle a reçu un vibrant soutien de la part d'André Chassaigne. On est toujours sur le forêt. Voilà. Mais au-delà de ça, il va y avoir juste après une intervention de Jean Lassalle, toujours pleine de poésie absurde. Ça dépend. Quand c'est une intervention machiste, je ne la trouve pas très poétique, moi, mais ça dépend. Pardon d'être cash, hein, mais… complètement raison. Allez, en tout cas, le voici. Ça fait partie des curiosités de l'Assemblée. Ça vaut le coup. Alors, on met le direct. Merci infiniment, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers
collègues. Bon, d'abord, sur la forêt, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai passé une bonne vingtaine d'années à faire le budget communal avec les recettes de la forêt. Et depuis, la commune passe ce qui lui reste à entretenir la forêt parce qu'elle ne vaut plus rien, puisque personne n'achète plus du tout de bois. Et quant à l'ONF, elle n'en finit pas de mourir. Mais je ne veux pas avoir une intervention triste, parce que ce soir je suis gai. Et je voulais simplement dire que, et je pique un peu de temps à mon ami Bertrand, mais il s'est convenu avec lui. Je veux dire que ce grand projet climat, qui est un projet qui nous dépasse, c'est une intervention unique, Madame la Présidente, après ce projet m'en vais, j'ai du boulot partout. Je veux dire que si on n'évoque pas un petit peu les racines profondes du mal, mais est-ce qu'on va arriver à s'en sortir? Quand je pense à Xavier Niel, M. Drahi, M. Pinault, Bernard Arnault, qui est le beau-père de Niel, Vincent Bolloré, ils ont la capacité de construire un président sur commande et éventuellement, s'il a la scoumoune, de le démonter pour le remplacer par un autre. Ensuite, il y a les grands, très hauts fonctionnaires en France. Ceux-là, ils orientent tout comme leurs homologues bruxellois et mondiaux. Enfin, il y a nous, les politiques. Bon, il y avait la lurette qu'on nous a mis à la part congrue, mais voilà que Niel, Drahi, Pinault, ils ont acheté Le Monde, l'Obs, RMC, enfin vous les connaissez tous, Libération. Ils se disent tous libres, et quand je pense que Le Monde est obligé de dire du bien de M. Niel 2 fois par mois pour que ce soit bien compris, je me pose des questions. Ajoutez-y le sommet de Davos, où tout ce brave monde s'est réuni. Mais où est l'espoir de changer quoi que ce soit sur le climat? Je voulais simplement dire ça, Madame la Présidente, pour que nous ayons aussi cet aspect de la question présente à l'esprit, et je vous en remercie infiniment. Merci, Monsieur Lassalle. Alors, Madame Jourdan. C'est bon, Cédric, c'est fini la récré? Ça fait une petite récréation. Merci. Bon, alors revenons à la Montagne d'Or. Donc là, on était sur le point juridique. Marine, peut-être si tu peux nous retracer en fait l'engagement, en particulier des citoyennes et des citoyens de Guyane et des peuples autochtones aussi. Et puis si à travers ça, on peut un peu aborder le débat plus général sur faut-il ou non exploiter les ressources minières de la France. Alors, en l'occurrence, là, on parle d'un petit secteur français. La Guyane, c'est la taille d'un département, d'un grand département, en l'occurrence, recouvert de forêts. Et il faut bien voir que donc, il y avait eu des projets avant le projet Montagne d'Or contre lesquels des collectifs s'étaient déjà formés. Donc, et à l'époque, Sarkozy avait déjà plié devant l'opposition des militants écologistes, ce qui est intéressant parce que du coup, finalement, Macron avait remis 10 euros de 10 balles dans le jukebox et s'est cassé les dents lui aussi sur cette problématique. Il faut bien voir qu'en fait, quand le projet a émergé, progressivement, les associations écologistes se sont remobilisées sur le terrain. Il y a eu d'abord, en fait, une tentative de pied dans la porte par la compagnie Montagne d'Or sur un petit projet alluvionnaire qui s'appelait à l'époque Bœuf-Mort. Et donc, Bœuf-Mort, c'était un projet, donc, comme l'a dit Olivier, donc de recherche dans un cours d'eau d'un gisement aurifère, donc d'or.
Et en fait, ce permis demandé par la compagnie minière, c'était justement dans l'objectif de pouvoir prolonger sa concession. C'est-à-dire exactement la situation que Olivier a exposée juste avant, c'est que l'objectif, c'était de pouvoir justifier une exploitation du site et ensuite obtenir une prolongation de sa concession minière. On savait très bien que le gisement n'était pas rentable, mais il fallait que juridiquement, et c'est là qu'on voit aussi un peu l'aberration de notre système, de notre code minier, c'est que du coup, il faut monter en toute urgence une opération d'exploitation du site, tout ça pour justifier des prolongations par la suite. Le collectif Hors de question s'était déjà du coup mobilisé à l'époque. Il y avait une enquête publique et un nombre conséquent, environ 90% d'avis négatifs avaient été déposés sur le projet, alors que c'était en plein mois de juillet-août. Et évidemment, encore une fois, malheureusement, la préfecture avait malgré tout déposé un permis, avait autorisé l'exploitation minière, donc donné le permis à l'exploitant. Alors, ça nous a pris, je crois, quasiment 2 ans. Mais au bout de 2 ans, on a obtenu l'annulation du permis qui avait été délivré parce que sur le fondement du droit européen, il y avait ce qu'on appelle, c'est très moche comme expression, mais un saucissonnage d'études d'impact, c'est-à-dire qu'on faisait croire que c'était un tout petit projet de rien du tout, alors qu'en fait, derrière, c'est ce qui permettait de mettre le pied à l'étrier au projet Montagne d'Or. Donc, le juge n'avait pas été dupe et avait dit que dans cette circonstance, l'administration n'avait pas pu se faire une image complète du dossier, ce qui est un peu loufoque aussi, parce qu'évidemment, l'administration, elle savait très bien ce qui se passait. C'était plutôt pour nous, les citoyens, qui avions été dupés et que c'était un problème, évidemment. Mais malgré tout, donc, le permis avait été annulé, en sachant que l'exploitant, lui, avait plié bagage depuis longtemps parce que le site n'était évidemment absolument pas rentable. Et après ça est arrivé, donc juste après, le débat public sur le dossier Montagne d'Or. Et là, en fait, il y a eu une sorte de convergence des luttes, à la fois des peuples autochtones, Kali'na particulièrement concernés par le projet. Donc, les Kali'na sont un peuple qui vivent notamment autour de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, et qui se sont fortement mobilisés avec aussi les autres 5 nations de Guyane et les 500 frères qui sont le mouvement donc pour la sécurité en Guyane, un mouvement qui avait bloqué la Guyane en 2017 pour réclamer en fait plus d'investissement et le développement de la Guyane. Et puis le collectif Hors de question est également très présent et qui a joué le rôle en fait de lecture, d'analyse technique. Il y a des questions sur la différence entre les projets Montagne d'Or et Espérance. Il n'y en a pas, il n'y en a quasiment pas. C'est le frère jumeau, hein, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent. Olivier, tu n'as pas le même avis? C'est quasiment les mêmes dimensions et c'est le même mode d'exploitation quasiment à quelques kilomètres. Hein. Donc, on est sur un projet qui est très similaire et qui malheureusement a les mêmes défauts, hein, on pourrait le dire comme ça. Alors, à tous les deux, là, parce que souvent, les arguments des promoteurs de ces projets, donc là, on est sur des compagnies, j'ai dit pour Columbus Gold, russo-canadiennes, donc souvent, les arguments… outre qu'il peut y avoir quand même une tendance, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, à une vision un peu métropolitaine sur le thème c'est très bien d'exploiter les ressources de la Guyane, etc. Un argument qui est mis en avant, c'est qu'en faisant de l'orpaillage légal, ça va permettre de faire reculer l'orpaillage illégal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un dogme complet. Hein. Pour le coup, ça, c'est vraiment un dogme propagé par les orpailleurs légaux pour obtenir l'attribution de concessions minières. Il suffit de parler avec les professionnels de l'ONF pour savoir que c'est faux, puisqu'en fait, les orpailleurs illégaux profitent des infrastructures, des routes, de l'électricité et de tous les autres… toutes ces autres infrastructures construites pour les sites légaux. Et donc, en fait, on voit une myriade d'orpailleurs illégaux qui sont attirés par les sites légaux. Donc, c'est absolument pas vrai. Et on estime d'ailleurs qu'il y a forcément aussi des accointances entre légaux et illégaux, avec de l'or qui passe de l'un à l'autre, qui est blanchi finalement et qui repasse dans le système légal grâce à une complaisance entre les légaux et les illégaux. Donc, ce dogme, on le combat et on était très choqués
de voir le ministre actuel, le ministre des Outre-mer, se fendre d'un tweet justement suite à la commission sur l'orpaillage illégal en disant « J'ai la faiblesse de croire que l'implantation de mines légales repousserait les illégaux ». Quand il dit « j'ai la faiblesse de croire », moi j'entends plutôt je me complais dans ce mensonge d'État qui voudrait que justement on donne des permis à des orpailleurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils demandent… Ah, il vient de se passer un truc dans l'hémicycle. Je vois les copains qui applaudissent. Cédric, tu nous entends? C'est adopté? Oui, l'amendement est adopté et je vous propose de retourner en hémicycle aussi pour l'amendement qui vient. Ok. Excusez-nous, hein, c'est la loi du direct. Il a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Scrutin public sur l'amendement de Madame Catelot. Chacun est invité à regagner sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 146, exprimé 143, majorité 72, pour 136, contre 7, l'Assemblée a adopté. Bon, si j'ai bien compris, c'est quand même un amendement qui tente de demander un rapport, Cédric. Aux amendements identiques faisant l'objet de sous-amendements, le 4980. Je propose d'écouter celui de Frédéric Tuchnel juste après. Ok. Merci Madame la Présidente. Donc, après la forêt, l'eau qui servira à ces belles forêts. Je reviens à ce sujet. Il s'agit, par cet amendement, d'introduire à l'article L. 2224-7-1 du CGCT l'obligation d'un diagnostic de l'état des ouvrages et des équipements nécessaires à la production d'eau potable, d'un plan d'action vers d'un projet territorial. Pour améliorer les réseaux. L'échéance prévue pour la réalisation de ces documents est fixée au 31/12/2024 ou dans les 2 années qui suivent la prise en compétence de celle-ci, si elle intervient après le 1er janvier 2023. C'est un amendement essentiel pour nos territoires. Merci. Merci, Madame la députée. Le 7198 de Madame Sarle. Voilà, quant à l'amendement Catelot, je l'ai mis dans le chat. Il demandait que le gouvernement, dès 2022, reprenne sa stratégie, revoie sa stratégie en fonction du travail qui a déjà été fait dans les stratégies, en particulier à partir du rapport préparé par Anne-Laure Catelot elle-même. Merci. Okay. Le sous-amendement de Madame Motta. Ok, donc on va revenir. Tu nous tiens au courant, Cédric? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un climat d'émancipation des députés C'est une ambiance de nuit donc un peu plus décontractée que l'après-midi. Oui, il y a on est un peu sur l'émancipation et puis le truc qui était vraiment tendu, c'était tout à l'heure avec les moulins. Là, on est sur des sujets qui sont moins, où on sent qu'il y a moins de pression. Okay. Ambiance, soirée un peu plus détendue. À tout à l'heure. Oui, Marine, on t'a interrompu, mais je pense qu'on a bien compris ce que tu expliquais sur le caractère non recevable de l'argument, sur il faut développer les mines d'or. Est-ce qu'on peut évoquer un peu la question du cyanure avant d'élargir sur la question de l'exploitation des ressources et puis ensuite toutes les questions citoyennes qui sont posées quand on a près de chez soi ou soit une ancienne mine, soit un potentiel permis de recherche et ce qu'on peut faire. Sur le cyanure, là, il va y avoir des amendements en débat en séance pour l'interdire. Il y a des pays qui l'ont interdit. Il y a des grandes catastrophes écologiques qui ont été liées à son utilisation. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu plusieurs catastrophes, dont une en Europe, qu'on compare d'ailleurs dans ces dégâts à la catastrophe de Tchernobyl, parce qu'il faut savoir que le cyanure au contact de l'eau est un poison qui détruit, qui porte atteinte directement à la vie.
Et donc, une des propositions portées par le collectif Hors de question était d'en obtenir l'abandon immédiat dans les techniques liées à l'industrie minière. Et évidemment, cette demande, elle n'est pas anodine, elle est liée au fait qu'aujourd'hui, les techniques d'exploitation de taille industrielle pour l'industrie minière, elles passent forcément par le cyanure. Et donc, c'était de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire en obtenant l'interdiction du cyanure, évidemment, de rendre finalement impossible, parce que non rentable, les mines de taille industrielle. Faut savoir qu'aujourd'hui, d'autres modes alternatifs pour les mines artisanales sont étudiés, alternatifs au cyanure et donc moins dangereuses, évidemment. Et donc, pour la petite anecdote, nous avons réitéré notre demande auprès du rapporteur en charge justement de la réforme du code minier, Monsieur Adam, qui est donc député, et qui nous a dit, quand on lui a dit évidemment que d'autres États en Europe avaient abandonné l'utilisation du cyanure, il nous a dit oui, mais ça voudrait dire la fin de l'industrie minière. Il était oui, évidemment, et d'ailleurs c'est bien ce qu'on demande. Et donc on a bien finalement par ricochet la confirmation que ce gouvernement n'a absolument pas l'intention de mettre un terme à l'industrie minière aurifère en territoire amazonien, et c'est bien dommage. D'accord. Donc ça va venir, je pense, après l'article 19 ou vers l'article 20. Quels pays l'ont abandonné? Ben, tu as répondu. Est-ce qu'il y a d'autres, si vous pouvez un peu nous expliquer toutes les autres substances problématiques? Et puis peut-être, Olivier, donc ce fameux débat, faut-il ou pas exploiter les mines? Tu as donné une interview à Reporter. Là, je conseille à plusieurs Twitcheuses ou Twitchers de la mettre en lien dans le chat, là, parce que ton interview dans Reporter illustre bien les enjeux de cette réforme du code minier. Et dedans, tu as une formule où tu dis les mines sont de futures décharges. Voilà. Et on voit bien que vous faisiez référence tout à l'heure à Emmanuel Macron. Comme son prédécesseur Arnaud Montebourg, la logique des ministres de Bercy a toujours été de dire il faut que la France exploite ses ressources souterraines, là est la clé de notre avenir industriel. Vous voyez bien que les éoliennes, les smartphones, les ordinateurs sur lesquels on se parle ce soir ont besoin de métaux rares, de toute une série de choses, et donc il ne faut pas qu'on soit dépendant de la Chine. Je conseille aussi l'intéressant livre de Guillaume Pitron sur la guerre des métaux. Voilà, donc comment vous réagissez un peu à cette approche, j'allais dire, sous l'angle souveraineté nationale, nous avons des ressources, il faut les exploiter? Alors d'abord sur les décharges, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que quand on exploite une mine, et ce sera le cas pour Montagne d'Or, on va se retrouver avec beaucoup de déchets, parce qu'en fait, on récupère de l'or qui est au milieu de la roche, et justement, l'utilisation du processus de cyanurisation va venir polluer la roche. Alors la roche, elle peut être polluée parce que déjà, elle comprend naturellement des polluants. Donc, par exemple, c'est le cas pour les mines d'uranium ou à Salsigne, il y avait de l'arsenic avec l'or. Donc, quand on n'exploite pas l'arsenic, eh ben, on laisse des tas d'arsenic. Et puis après, il y a tout le processus chimique. Là, c'est la cyanurisation qui va conduire à polluer la roche qu'on va laisser sur place, donc ces fameux déchets. Et c'est quand même la grande difficulté de l'industrie minière. Et quand on l'a dit responsable, c'est cette question-là qu'il faut poser, quoi. C'est pas la question de faire un joli trou et de faire du prélèvement des matériaux. C'est bien qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on va laisser, de ce qu'on appelle les terrils miniers, qui eux sont pollués et qui restent après sur place pendant des années. Alors par exemple sur Montagne d'Or, on peut imaginer qu'il y aura des montagnes de déchets à la fin de l'exploitation, et que c'est ces montagnes de déchets dont on ne sait pas trop quoi faire à l'arrivée et qui restent, une fois que l'exploitant est parti, au territoire qui habite sur place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors tu poses la bonne question, est-ce qu'il faut ouvrir des mines en France? Alors, bon, moi, je te fais une réponse, celle que j'ai faite à Reporter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, des mines, ils s'en ouvrent dans le monde, et ils s'en ouvrent dans des circonstances assez dramatiques, en particulier en Chine, qui est le leader mondial
des terres rares. Là, il y a peu de préoccupations environnementales, peu de préoccupations sociales, et d'une certaine manière, on en profite, puisque soit ça alimente nos industries, soit ça alimente nos biens de consommation. Donc, on est responsable de ça, et ne pas le voir, ça serait quand même à côté de la plaque. Je vous propose de revenir en hémicycle maintenant. On parle de l'eau, je crois. C'est le moment. Très importante, fondamentale pour la République française, comme c'est écrit dans l'amendement. Il s'agit de la préservation et de la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales. Je lis dans cet amendement « préservation ». Et alors, je n'ai pas du tout anticipé cette intervention, mais ça m'a rappelé un problème d'actualité qui montre que la préservation, on en parle beaucoup, mais quand il s'agit que ce soit la réalité, les actes, quelquefois, sont complètement différents. Et je voudrais parler du domaine de Grignon. Ce domaine de Grignon, qui a accueilli depuis 200 ans une école d'agroécologie, qui a accueilli l'INRAE, qui a accueilli AgroParisTech. Cette école doit déménager à Saclay. Le domaine de Grignon, qui est un espace exceptionnel, espace forestier, un arboretum remarquable, un site paléontologique, des terres agricoles avec des substrats très diversifiés, des agro-écosystèmes uniques et le support foncier d'AgroParisTech, ce domaine de Grignon de 300 hectares est aujourd'hui mis à la vente. C'est-à-dire que ce domaine de Grignon, demain, devrait servir de support à une opération immobilière avec des lotissements au nom d'une forme de spéculation à partir d'un foncier qui a une immense qualité patrimoniale. Tout ça pour vous dire que quelquefois, on peut avoir de grandes déclarations, on peut avoir de grands discours, on peut avoir de l'affichage, on peut avoir à la bouche que l'on est les meilleurs défenseurs de l'environnement, que l'on préserve notre patrimoine naturel et que dans la réalité, concrètement, la semaine dernière, il y a eu une ouverture de pli suite à un appel à projet et qu'à la suite de cet appel à projet, il est vraisemblable que ce domaine va être sacrifié. Je pense que Monsieur le Président Chassaigne parle de Grignon à propos d'un amendement, je vois, qui concerne l'outre-mer et la reconnaissance, la préservation, la mise en valeur des richesses biologiques et environnementales et patrimoniales de l'outre-mer. Ouais, mais en fait, bon, ça existe en technique parlementaire, c'est de se saisir de n'importe quel amendement pour parler pour en profiter, pour interpeller le gouvernement sur un sujet. Peut-être, Cédric, tu peux en dire un mot de Grignon, si tu nous entends? Oui, Grignon, c'est un sujet qui me concerne à plusieurs titres. Et d'abord, Grand Grignon, c'est dans les Yvelines. C'est un site exceptionnel dans lequel les étudiants de l'agro peuvent mener des expériences, avoir leur champ agricole et tout ça sur place, et qui depuis presque 2 siècles… Attendez, pardon. En même temps, je m'occupe de faire la claque et tout ça. Et donc, ça fait presque 200 ans que ça a été établi, cette école d'agriculture, là, à Grignon. Et dans le cadre du déménagement de Grignon vers Paris-Saclay, qui est dans ma circonscription, pour le coup, qui est en Essonne, pendant des années, le débat, ça a été est-ce qu'ils doivent effectivement déménager? Maintenant, il y a un autre débat, c'est si on admet qu'ils déménagent, que devient ce fameux magnifique domaine de Grignon? Et ça fait longtemps qu'on essaye d'avoir des informations. Moi-même, j'ai écrit en tant que député pour avoir des informations sur à qui il sera vendu, quel cahier des charges, qu'est-ce qu'on en fera. Et maintenant que les appels d'offres sont clos, maintenant qu'on commence à en savoir plus, il apparaît qu'il n'y a aucune garantie sur l'avenir de ce site. Un site qui doit conserver une qualité agroécologique, qui doit continuer à être un lieu de transmission, un lieu d'expérimentation, et sur lequel, pour l'instant, il n'y a aucune garantie, qui pourrait très bien se retrouver livré
à un promoteur en y construisant des résidences ou qui sait quoi. Donc, c'est là-dessus, pour éviter cela, que les étudiants de Grignon, les étudiants de l'agro s'organisent, ont mené des opérations d'occupation du site et tout ça. Alors, ce que vous voyez dans le fil, sinon, c'est l'amendement de Letchimy sur l'outre-mer qui a été adopté contre l'avis du gouvernement. On voit aussi pour inscrire davantage les outre-mer dans le texte. Et donc, comme le dit Delphine, bah oui, c'est une technique parlementaire. Au Parlement, on parle, on saisit toutes les perches et les opportunités. Et là, je trouve, il a bien manœuvré Chassaigne pour mettre sur la table ce sujet qui reviendra dans la suite de l'examen du texte la semaine prochaine. Sur l'amendement qui vient d'être adopté là, de Serge Letchimy, donc je rappelle qu'il avait fait dans la discussion générale une intervention assez sèche, assez ferme, dénonçant le fait que cette loi était une des rares à ne pas prévoir en fait de chapitre sur l'outre-mer, que c'était totalement consternant au regard d'abord du fait que les outre-mer sont extrêmement exposés aux impacts du changement climatique. On l'a vu, on peut prendre l'exemple de la tempête Irma, mais il y en a bien d'autres. Il s'est passé aussi des événements, enfin, de façon récurrente. Ils sont vraiment parmi les premiers exposés. Premièrement. Deuxièmement, que la biodiversité française, notre biodiversité marine, on la doit aussi en très grande partie à nos outre-mer. Et donc là, l'amendement qui a été adopté, c'est un amendement de principe, de rappel, qui dit « La République française réaffirme l'importance première de la contribution des territoires d'outre-mer à ses caractéristiques propres, sa richesse environnementale, sa biodiversité. L'action de l'État concourt à la reconnaissance, à la préservation, à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales d'outre-mer. » Voilà ce qui a été adopté. Donc, c'est une proclamation de principe, une réaffirmation. On revient sur les sujets miniers. Il y a pas mal de questions, Olivier, donc sur le raisonnement qui est dans le livre de Guillaume Pitron, donc de dire ce que tu évoquais là sur la Chine, c'est une catastrophe environnementale, donc il vaudrait mieux exploiter nos propres ressources. En tout cas, quitte à extraire des ressources quelque part, pourquoi pas autant le faire chez nous, ce serait dans des conditions plus correctes, etc., etc. Moi, je pense surtout que c'est le vrai levier pour nous pousser à recycler. Parce qu'en fait, comme il est très difficile de faire des mines propres, et contrairement d'ailleurs à ce qui est dit responsable, je pense qu'en fait, ouvrir des mines chez nous, c'est le vrai levier pour monter les filières de recyclage dont on entend beaucoup parler, mais qui n'existent pas finalement. Et ça, c'est... Voilà, je ne pense pas qu'on puisse lancer ces filières-là, donc on achètera des matériaux à l'autre bout du monde et qu'on ne se questionnera absolument pas sur leur impact environnemental. Mais bon, tout ça, ça repose quand même sur un préalable. Probablement qu'il faut, avant d'ouvrir des mines, il faut avoir les idées claires sur ce dont a besoin notre industrie, parce que ça ne sert à rien de produire des matières premières qui ne sont pas utilisées par l'industrie européenne. Les Chinois, si c'est pour faire des smartphones, par exemple, ça ne marche pas, on n'en fait pas. Donc, la Chine fera elle-même ces matériaux, il n'y a aucune raison qu'elle vienne nous les acheter. De toute façon, si on les fait, nous, ils seront nécessairement plus chers, parce qu'on les fera plus propres. Donc, ça, c'est un argument qui ne tient pas. Par contre, il apparaît qu'il y a un certain nombre d'industries européennes qui auraient besoin d'avoir des matières premières. Et à ce moment-là, pourquoi pas les extraire chez nous? Et c'est le bon moyen quand même de garantir un haut niveau de considération environnementale et sociale. Voilà. Alors là, dans le texte qui est en débat à l'Assemblée, il présente le futur schéma d'exploitation des ressources minières de la France comme destiné principalement à satisfaire les besoins de la transition énergétique et du numérique. Par rapport aux substances nécessaires. Néanmoins, moi, sans trahir les secrets du Conseil des ministres quand j'étais membre du gouvernement, il y a quand même un certain refus de prendre en considération dans ces débats-là les limites planétaires et la raréfaction des ressources.
Donc, il y a cette idée d'une réserve infinie. Et du coup, on développe effectivement pas du tout bien et pas du tout suffisamment le recyclage d'un point de vue industriel et pour l'amener à une certaine compétitivité économique. Si je peux juste préciser un point, il y a un élément qui est central, c'est avoir une discussion démocratique sur ce qui est stratégique pour l'État. Et en réalité, le code minier, c'est une grande déclaration d'utilité publique. Il y a certaines substances qui sont stratégiques et du coup, on a un régime spécial pour les exploiter. C'est ça qu'il faut questionner. Et là, ce que propose le gouvernement, notamment dans le projet qui a été présenté en CNTE à la fin de l'année et qui fera la base de l'ordonnance qui est prévue à l'article 21. Le Conseil national de la transition écologique. Oui. C'est un truc où on discute avec les assos et le MEDEF et les syndicats et les élus. Bon, bref, il y a un projet qui a été présenté et qui fera probablement le corps de l'ordonnance. Et en fait, cette stratégie nationale là, elle est pas prévue qu'elle soit débattue. Il est prévu qu'elle soit écrite par des fonctionnaires du ministère de l'Environnement et qu'elle soit même pas validée par un ministre. Et en fait, c'est très technocratique, alors que on est censé parler des enjeux stratégiques de la nation. Or, les enjeux stratégiques de la nation devraient revenir au Parlement, et d'autant plus que le Parlement est composé d'élus de territoire qui vont subir la mine. Et donc, c'est bien à eux de dire, bon, attendez, est-ce que c'est vraiment stratégique de venir sur mon territoire installer cette décharge? Expliquez-moi pourquoi et donnez-moi des garanties par rapport à ça. Et bon, là, il ne semble pas qu'on aille véritablement vers ça. Ça, c'est un problème. Alors, j'ai plein de questions pour vous, là. D'abord, Marine. Marine, une personne demande, donc c'est Sébastien Le Briero, Sébastien, qui demande, est-ce qu'il existe des règles spécifiques permettant de prendre en compte le droit des peuples autochtones? Alors, c'est un peu le grand oubli de ce projet. Moi, je ne sais pas encore, il y a une mention dans l'article, il me semble que c'est l'article du coup 21, d'une amélioration de la prise en considération des communautés d'habitants. Alors, communauté d'habitants, c'est ce qu'on utilise comme expression quand on ne veut pas parler de peuples autochtones, puisque la France ne reconnaît pas la présence de peuples autochtones sur son territoire malgré les conventions internationales qui garantissent leurs droits. Et donc, on utilise l'expression communauté d'habitants. Ce qu'il faut bien voir, ce qui m'avait d'ailleurs mis la puce à l'oreille au début, c'est que si vous revenez au premier texte qui avait été étudié même avant la commission spéciale, il y avait effectivement la mention d'un avis obligatoire rendu par le Grand Conseil coutumier des peuples autochtones et Bushinengue, qui est donc l'organe de représentation autochtone de Guyane. Et cette mention particulière, qui était assez d'ailleurs difficile dans sa rédaction parce qu'elle prévoyait un zonage, un conseil d'État dans lequel tout projet sera soumis à l'avis donc de ce grand conseil coutumier. Cette mention a été effacée avant même le passage en commission spéciale. Donc, je ne sais pas qui a conseillé les ministres sur cette question-là, mais il se trouve que pour moi, en voyant ce texte, il n'y a absolument aucun avantage pour les peuples autochtones de Guyane qui, je le répète, mais ce grand conseil coutumier, il a déjà une compétence sur tous les sujets qui touchent à l'environnement et qui pourraient donc avoir un impact sur le mode de vie des peuples autochtones de Guyane. Donc, en fait, sur tous les projets miniers, le Grand Conseil coutumier devrait être saisi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il faut savoir, plusieurs représentants autochtones au sein de la Commission des mines de Guyane. Sauf que le rapport de force est complètement biaisé parce que les représentants pro-mine au sein de la commission minière de Guyane, ils pèsent bien plus lourd que les représentants autochtones et les représentants des associations écologistes, et que systématiquement, grâce au soutien de l'État, tous les projets obtiennent un avis favorable et passent en commission des mines comme une lettre à la poste, malgré l'opposition systématique des peuples autochtones. Donc pour moi, il n'y a aucun renforcement grâce à cette loi de la représentation des peuples autochtones dans le mode de décision justement qui touche au permis minier. Merci Marine. Olivier, donc Maître Le Briero, je vais l'appeler comme ça, demande On connaît bien.
oui, qui est un remarquable juriste du droit de l'environnement, demande si les ONG sont en soutien de l'État à la Cour de Bordeaux dans l'affaire Montagne d'Or et s'il y a des points d'appui dans le droit européen. Alors, oui, pour répondre à Sébastien, Guyane Nature Environnement est déjà intervenante et France Nature Environnement va intervenir. Deux pistes sont envisagées, enfin, sont plus qu'envisagées. La première, c'est le fait que les titres miniers doivent être assimilés, selon nous, à ce qu'on appelle les programmes, à la directive plan-programme, évaluation des plans-programmes, donc du fait du droit européen. Donc cette assimilation des titres à des programmes devrait conduire à les soumettre à évaluation environnementale et à avis de l'autorité environnementale. Et en l'occurrence, le code minier ne le prévoit pas aujourd'hui. Et donc ça serait une inconventionnalité du code minier qui mériterait d'être soulevée devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux et qui pourrait justifier le rejet de la prolongation de Montagne d'Or. Première chose. Deuxième chose, tu le sais, Sébastien, Raymond a regardé les aspects constitutionnels, Raymond Eos, qui est le pilote du réseau juridique de FNE, et Raymond a identifié la possibilité de déposer une QPC en tant que partie intervenante dans le cadre de ce contentieux, avec de bonnes chances de réussite. Merci Olivier. Alors tout à l'heure, Olivier, dans ce que tu as dit, et puis Delphine, n'hésite pas à intervenir. Tu as utilisé l'expression « subir la mine ». Donc la mine, effectivement, nous avons des habitants qui en subissent encore des années après les conséquences dans un certain nombre de territoires. Donc je vous propose pour introduire ce volet une vidéo qui expose notamment la situation de Salsigne. C'est une vidéo qui dure un petit peu plus de 5 minutes, mais je pense qu'elle est bien parce qu'elle nous permet de comprendre en images en fait la situation dont on peut discuter ensuite. Alors normalement c'est parti. Donc ça c'est le site de Nartaud, donc dans lequel il y a au minimum 100 tonnes d'arsenic. Avec 100 tonnes d'arsenic, on peut tuer plus de 1 milliard de personnes. Je suis sur le site de Salsigne dans l'Aude. Salsigne, c'est une ancienne mine d'or qui a même été la plus grande mine d'or d'Europe jusqu'à sa fermeture en 2004. Le problème, c'est que l'activité minière a pollué toute la région et continue encore de l'empoisonner. Pendant plus d'un siècle, 120 tonnes d'or, 270 tonnes d'argent, mais aussi 400 tonnes de cuivre ont été extraites de la mine de Salsigne. Mais ce n'est pas tout. En plus de ces métaux précieux, ont aussi été extraits du bismuth, du soufre et plus de 500 000 tonnes d'arsenic. La mine de Salsigne a longtemps été la première productrice d'arsenic au monde et le premier fournisseur des Américains lors de la guerre du Vietnam. Cet arsenic était notamment utilisé pour fabriquer de l'agent orange et de l'agent bleu, deux puissants herbicides utilisés par l'armée américaine. Le but, détruire les forêts pouvant servir d'abri aux populations et affamer les Viet Cong en abîmant leurs récoltes. Mais à partir des années 90, l'arsenic n'a plus été vendu. Il a donc été stocké près de la mine avec d'autres métaux lourds. Cela a formé deux petites collines, les sommets de l'Artus et de Montredon. À la fermeture de la mine en 2004, une épaisse couche d'argile et une membrane étanche ont été disposées sur ces déchets. Mais cela n'a pas été suffisant car il y a aujourd'hui des fuites. Frédéric Auger est ancien chercheur au CNRS, spécialiste des sols pollués, et il connaît la zone par cœur. C'est une zone qui maintenant est terriblement polluée puisqu'on peut estimer qu'il y a 1 200 000 tonnes de produits toxiques mélangés dans 14 millions de tonnes de tout venant. C'est devenu donc en quelque sorte un immense stockage, une immense décharge chimique qui est maintenant une catastrophe qui va durer vraisemblablement des dizaines d'années, si ce n'est des siècles.
Alors si on se promène dans les environs et qu'on ne fait pas attention, on ne se rend compte de rien. Et pourtant, l'environnement est pollué, et notamment cette rivière, l'Orbiel, qui contient de l'arsenic. Ici, dans l'Orbiel, les pierres sont oranges ou rouges, mais c'est une réaction chimique qui est générée au départ par de l'arsenic et les autres métaux lourds qui sont en train de se déplacer à l'intérieur de la rivière. Hors météo exceptionnelle, entre 3 et 8 tonnes d'arsenic finissent chaque année dans l'Orbiel, emportées par le vent ou la pluie. Et lors d'inondations, les taux d'arsenic explosent. En 1999, ils sont montés par endroits dans l'Orbiel à 5400 microgrammes par litre, soit plus de 100 fois la norme. Même chose récemment avec les inondations d'octobre 2018. Et l'eau n'est pas la seule touchée. En débordant, elle pollue les terrains environnants, comme ça a été le cas dans des potagers à Trèbes. Là, on était à 134,23 et normalement c'est 37. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus manger vos légumes? Pas du tout, et même les cultiver. Nous sommes sur un terrain contaminé où on se contamine nous-mêmes par inhalation, par respiration des poussières. Un rapport de 2010 montrait déjà que les légumes de certains potagers étaient pollués. Poireaux, carottes, betteraves présentaient par exemple un taux d'arsenic plus élevé que la normale. Même constat concernant des cours d'école et des terrains de foot. Le problème, c'est que la présence de ces substances chimiques peut avoir des conséquences sur la santé des populations. Vomissements, nausées, diarrhées, irritations cutanées, mais aussi cancer sur le long terme. En tout, 20 communes, soit près de 20 000 habitants, pourraient être concernées. Face à ce scandale sanitaire, l'État joue les équilibristes. D'un côté, il ne nie pas la situation de pollution pour protéger les populations, mais d'un autre côté, il ne reconnaît pas la surpollution pour ne pas être tenu pour responsable. Quand on emploie le mot « il n'y a pas surpollution », ça veut dire qu'on est habitué à la pollution. C'est quand même un peu gênant de devoir s'habituer à quelque chose pour lequel ça ne devrait plus exister. Car prendre en compte cette catastrophe sanitaire aurait un coût lié à la réhabilitation de la zone. 120 à 140 millions d'euros ont déjà été dépensés par l'État pour sécuriser le site. De leur côté, les parents sont inquiets pour la santé de leurs enfants. Ils demandent des analyses plus poussées des sols et de l'air proches des zones à risque. Pour situer par rapport à l'école, le site de Nartaud se trouve ici et l'école se trouve à 2 km à vol d'oiseau à cet endroit. Pendant l'été, de nombreux enfants ont été testés car certains présentaient des troubles comme des céphalées. Les analyses de l'autorité régionale de santé ont montré que sur 103 enfants, 38 avaient un taux d'arsenic supérieur à la moyenne pour un adulte. Pour l'ARS, ce seuil n'est pas toxique, mais elle invite les populations à rester vigilantes quant à leurs habitudes de vie pour limiter la contamination. De son côté, la préfecture de l'Aude nous a confirmé par mail qu'elle suivait le dossier. Des travaux et un suivi des sites pollués ont été lancés en urgence et des arrêtés ont été pris pour interdire la consommation d'eau de certains puits ou l'utilisation de lieux publics submergés pendant la crue d'octobre. Mais à long terme, les habitants craignent un scénario catastrophe. L'affaissement des collines de déchets qui libérerait toutes les substances chimiques. Alors on peut le voir, 15 ans après sa fermeture, la mine de Salsigne fait encore l'objet de controverses sanitaires et politiques. Voilà. Merci. Donc c'était une vidéo du Monde. Donc il y a pas mal de questions qui sont arrivées pendant la diffusion, qui permet de rendre très concret ce dont on parle. Olivier, c'est un dossier que tu connais par cœur. Salsigne, très très par cœur, non? Non, alors, il y a une première question. Il y en a qui veulent savoir si au moment où a été fait le choix de l'enfouissement, là, un peu comme on met la poussière sous le tapis, est-ce qu'il y avait des rapports scientifiques qui disaient ça risque rien, pas d'inquiétude? Ça s'est pas passé comme ça. Hein. Moi, bon, d'abord, je suis pas un spécialiste de Salsigne. Je pense qu'il faut rendre hommage à Frédéric Auger, à François Espuche, là, qui eux ont travaillé sur ce dossier-là depuis des années et qui le subissent
de manière très proche. Moi, je l'ai découvert à leur contact quand ils me l'ont expliqué. Et en fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. La fermeture de la mine de Salsigne, en fait, ça a été d'abord, avant d'être une catastrophe environnementale, c'est une catastrophe sociale, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur ce site. Et l'État, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a cherché à prolonger cette exploitation. Alors, pendant des années, on a fait de la pyrométallurgie. Je rentre un peu dans les détails. On avait un four avec des métallos qui brûlaient des cailloux, et puis on en sortait l'arsenic et l'or, puis l'argent, le bismuth, tout ça, mais surtout l'arsenic et l'or. Et surtout l'arsenic, en réalité, c'est avant tout une mine d'arsenic. On a parlé de mine d'or parce que c'était plus sexy, mais la réalité, c'est que c'est une mine d'arsenic. Et en fait, on a, au début des années 2000, là, on a arrêté ça, bon, peut-être un petit peu avant. Ça a été, la mine a été reprise par un entrepreneur qui a fait de la cyanurisation, la même chose qu'on essaye de faire en Guyane. Bon, là, on a accumulé aussi des déchets d'arsenic, des déchets de cyanure, on a changé un petit peu la problématique. Dans le four, on y a brûlé des décodeurs de Canal+. C'est pas fait pour ça du tout. Ça a dégagé, non, mais c'est pas drôle, hein, ça a dégagé des fumées qui ont pollué gravement tous les alentours, et il se trouve même que l'exploitant rachetait les productions des maraîchers pour les donner gracieusement aux métallos. Donc ça a été vraiment sans foi ni loi, et je pense que l'État a finalement accompagné cette situation-là, un jour il n'y a plus de repreneur et il est resté que les déchets. Et aujourd'hui, c'est l'État qui est responsable juridiquement de cette affaire. Ça, Olivier et Marine, c'est un enjeu important, puisqu'en fait, donc à l'article 20 là, du projet de loi, il y a des dispositions sur ce qui s'appelle l'après-mine. Et donc, il y a un enjeu très important là sur ce que vient de dire Olivier dans le texte. On s'approche d'ailleurs de l'article 20 là, dans le débat dans l'hémicycle, sur justement combien de temps dure la responsabilité d'une entreprise, est-ce que l'État doit se substituer à elle ou pas, etc. Oui, alors je pense que si tu veux, pour moi, je crois qu'après réflexion, bon, tout ça, c'est des dispositions relativement techniques. Là, le code minier va se mettre au niveau du code de l'environnement. C'est bien, hein, c'est mieux que rien en tout cas. Mais le sujet principal, je crois que quand on ferme une mine, le sujet, c'est d'y associer la population et que ça ne reste pas un débat entre l'ancien exploitant qui est en train de partir en disant « j'ai plus d'argent » et puis de l'autre côté, l'État. Tous ces gens se connaissent un peu trop et il est bon d'y injecter un petit peu de démocratie. Il est bon que les associations puissent poser des questions. Il est bon que les collectivités locales qui vont avoir à subir tout ça puissent poser des questions et puissent exiger un certain nombre de mesures au moment où on ferme la mine. Alors, en amont aussi, hein, je veux dire, dès l'ouverture, hein, il faut qu'il y ait des garanties dès l'ouverture. D'ailleurs, dans le projet de loi, il est prévu d'introduire des garanties financières dès l'ouverture des travaux miniers, et c'est vachement important parce qu'il faut mettre de côté de l'argent quand même pour pouvoir réhabiliter au moment où l'exploitation s'essouffle. Mais le point central, je pense vraiment, c'est d'avoir des procédures de participation du public musclées qui permettent de discuter dans les détails. Or, c'est pas ce que prévoit le projet de loi. Le projet de loi, il introduit une procédure de participation au moment de la fermeture de la mine. C'est une procédure de participation à minima puisqu'il s'agit juste d'ouvrir un espace de discussion sur le site internet de la préfecture. Là, on est complètement à côté de la plaque. Hein. C'est pas comme ça qu'on va bien fermer des mines et qu'on va bien y associer la totalité des parties prenantes. Alors après, aujourd'hui, voilà, il y a des considérations sur 10, 20, 30 ans pendant lesquels on peut imposer de nouvelles mesures. L'État peut imposer de nouvelles mesures à l'ancien exploitant quand des nouveaux risques apparaissent. Bon, c'est des considérations qui sont importantes. Mais un autre exemple, pour bien souligner la difficulté, là on va dans le Gard, on va à Saint-Félix-de-Paillers. Saint-Félix-de-Paillers, il y avait des mines de cadmium, de plomb, de métaux lourds. Hein. La mesure qui a été demandée par l'État à Métal Europe, qui existe toujours, hein, c'est pas comme à Salsigne. À Salsigne, les exploitants ont disparu. Là, il y a toujours Métal Europe existe toujours. Ça a été de mettre 4 mètres de terre sur les terrils miniers. Bon, ça, à 40 ans après, ils ont disparu ces 4 mètres de terre. Ils ont été lessivés par les pluies. Et on a les terrils qui sont directement à nous. Il ne faut pas être un grand ingénieur des mines pour comprendre que ça ne va pas marcher. Et il ne faut pas être un grand politique pour comprendre qu'il y a eu un mauvais deal entre l'État et Umicore, qui aujourd'hui est payé plein pot parce que c'est l'État qui est responsable. D'ailleurs, le tribunal administratif de Nîmes vient de le rappeler. C'est l'État qui est responsable des pollutions et de la mise en
sécurité de ces terrils, et l'État cherche désespérément à aller chercher la responsabilité de Metaleurop sans y arriver juridiquement compte tenu des éléments du code minier. Donc ça montre bien quand même qu'il y a un accord qui se fait à la fermeture de la mine, et que cet accord, il faut qu'il soit un peu discuté, parce que sinon on se retrouve dans des situations comme celle de Saint-Félix-de-Paillon. D'accord. Marine, sur cette question de la participation des citoyennes et des citoyens, parce que ça vaut pour l'après-mine, là, ce que dit Olivier, ça vaut aussi pour la délivrance des titres, enfin pour toutes les étapes tout le temps, en fait. Oui, parce qu'en fait, si on expliquait justement mieux aux riverains, aux habitants des territoires, ce qui allait se passer après la mine, plutôt que de mettre justement à chaque fois d'appuyer sur les emplois qui n'ont, par exemple, le projet Montagne d'Or, c'est à peine 12 ans d'exploitation. 12 ans versus un après-mine à gérer sur des dizaines et des dizaines d'années. Donc, on voit bien qu'en fait, l'équilibre, il ne se trouve pas. Enfin, Marine, pourquoi 12 ans? Parce que l'exploitation du projet Montagne d'Or, c'était uniquement un gisement sur 12 ans. Donc, une période très, très courte, une création d'emplois qui ferait pas pâlir grand monde, comparé à les déchets miniers. Montagne d'Or, c'était quand même une digue de 60 mètres de haut au milieu de la forêt amazonienne avec des boues cyanurées stockées derrière sur ensuite une très longue période. Et donc, c'est inacceptable d'un point de vue des risques quand on s'imagine une digue de 60 mètres de haut pour avoir déjà visité des sites miniers, c'est absolument démentiel. Et en plus, on est dans un territoire amazonien avec une forte pluviométrie, donc des pluies amazoniennes, diluviennes, une grande partie de l'année. On imagine très bien les risques que comportait ce projet, qui était absolument inacceptable. La seule réponse de Montagne d'Or, quand on leur a pointé du doigt le fait de ce risque conséquent de rupture de digue, comme on a vu d'ailleurs déjà au Brésil et qu'on ne veut surtout pas voir en Guyane française, ils nous ont dit d'accord, on va réfléchir, 60 mètres de digue, c'est vrai que c'est un peu beaucoup, on va plutôt faire 50. C'était complètement ridicule. Enfin, je veux dire, la réponse de l'exploitant minier n'était absolument pas à la hauteur. Donc, évidemment, la participation du public en amont, elle est très importante et de pointer du doigt comme ça les failles, comme l'a fait le collectif Hors de Question, de bien mettre en avant justement les risques techniques du dossier, c'est fondamental. Et ce qui était très intéressant, c'était aussi la connaissance de la forêt et toutes ces sagesses ancestrales transmises par les peuples autochtones au moment du débat sur le projet Montagne d'Or, parce qu'ils disaient, non mais attendez, vous nous dites qu'après le projet Montagne d'Or, vous allez reboiser et puis suivre le site sur 30 ans. C'était la promesse, l'engagement de la compagnie Montagne d'Or, c'était un suivi de 30 ans sur site. Or, la forêt amazonienne, on le sait, elle a besoin en plus d'une centaine d'années pour retrouver un état à peu près similaire à l'état d'origine. Donc, de toute façon, les engagements que peuvent prendre aujourd'hui des entreprises minières, elles ne sont pas à la hauteur des dangers et des destructions qu'elles sont capables d'occasionner à des territoires. Et aujourd'hui, on le voit notamment au Brésil, les dégâts causés par les ruptures de digues ou ces catastrophes minières, elles ne peuvent que très mal être résolues par la justice. Et d'ailleurs, on ne veut pas en arriver là. Donc, il faut vraiment se poser la question de l'opportunité même de développer des mines sur des territoires comme le territoire amazonien. Ça rejoint une question qui était posée là. Comment être sûr que les entreprises suivront la loi? Peut-être pour Olivier. Quelle garantie, en fait? Un peu comme dans tous les domaines, il faut des contrôles de l'État, des associations qui surveillent et qui s'assurent que les engagements sont tenus. C'est vrai qu'on peut se poser la question, moi je suis pas un spécialiste de Guyane, je discute souvent avec Guyane Nature Environnement, mais je ne sais pas comment ça se passe. Mais on peut se poser la question de la capacité de l'administration territoriale à contrôler un site au milieu de la forêt guyanaise. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, quand même, les effectifs du ministère de l'Environnement ne sont pas à la hausse et que les personnes qui sont en charge des contrôles sont quand même très débordées. Donc, bon, ça marche dans tous les domaines. On a aujourd'hui on a des très beaux dossiers quand on ouvre des projets qui impactent l'environnement, avec des bureaux d'études qui travaillent très bien, qui nous disent on va faire plein de mesures compensatoires, on va faire plein de mesures de prévention. Et la réalité, c'est que pas grand monde ne contrôle tout ça. Parce que si on contrôlait, on trouverait beaucoup plus de dossiers. Et moi, je le vois à mon échelle de juriste local.
si je m'amuse à prendre différents dossiers qui n'ont rien à voir avec de la mine, hein, et que je regarde si les mesures auxquelles les industriels se sont engagés ont effectivement été mises en œuvre, je vais en trouver beaucoup qui ne sont pas mises en œuvre. Et quand je le signale à l'administration, il n'est pas toujours facile d'avoir des réponses, il n'est pas toujours facile aussi de pouvoir mobiliser la police de l'environnement, avoir des réponses de procureur de la République. C'est beau sur le papier, des fois, c'est pas tout à fait respecté sur le terrain. Mais bon, pour répondre à la question, ça dépend des moyens de contrôle de l'État et de l'attention qu'ils portent les citoyens. Moi, j'avais une question quand même qui me taraude depuis tout à l'heure, c'est qu'on parle beaucoup effectivement de la législation française et des avancées qu'on peut avoir. Or, y a-t-il une réflexion au niveau mondial? Parce que là aussi, si on n'exploite pas les mines en France, que ce soit en métropole ou en outre-mer, est-ce qu'on ne va pas délocaliser justement cette exploitation dans des pays où il y aura évidemment une législation moins respectueuse de l'environnement et moins respectueuse aussi des règles sociales, tout ce qu'on peut avoir en France. Et cette question, elle rejoint aussi de ce dont on a parlé cet après-midi, en fait, d'éco-conditionnalité des entreprises. On disait que de toute façon, malheureusement, ce qu'il fallait, c'est aussi changer notre façon de vivre aussi, et pour pouvoir, parce que l'empreinte carbone, en fait, on la délocalise aussi, et il me semble que c'est un peu la même chose dans l'exploitation de minerais, quel qu'il soit. Y a-t-il des grands mouvements mondiaux pour agir justement sur toutes les précautions que l'on doit prendre par rapport à l'extraction des minerais? Bon, pas à ma connaissance. Hein. Peut-être que... Pour moi, aujourd'hui, le problème il est un peu différent. En fait, elle est déjà délocalisée, la mine. Elle est délocalisée dans des pays qui sont peu regardants, en particulier en Chine. Pour tout ce qui est matière stratégique, c'est le leader mondial. J'avais des chiffres sur la Chine, je crois que c'était plus de 10 000 rivières détruites. Enfin, je prends cet exemple des 10 000 rivières pour donner l'échelle en fait, de pollution sur laquelle on est. Et puis après, il y a autre chose, c'est que en fait, je crois qu'on parle quand même de matière stratégique pour l'industrie. Donc, en réalité, c'est aussi un moyen géopolitique de pression. Et je crois qu'en fait, le ministère de l'Industrie, moi, je vais faire une confidence, je pense qu'il n'est pas perturbé par l'or de Guyane. Par contre, je pense qu'il se dit qu'il faudrait pouvoir produire un certain nombre de matériaux qui sont stratégiques et de terres qui sont stratégiques pour son industrie, de manière à ne pas se retrouver mis sous pression dans le cadre d'un désaccord politique avec les fournisseurs. Et je pense que c'est déjà arrivé. Hein. Le Japon a déjà eu des difficultés avec la Chine et a vu son robinet de terres rares coupé, quoi. Donc ça, c'est peut-être pour ça que c'est un sujet un petit peu particulier et qui fait qu'on a une volonté de relocalisation. La difficulté de la relocalisation, c'est qu'il faut quand même changer le logiciel minier. Et là, il y a beaucoup de boulot à faire parce que quand on parle avec... je vais vous raconter une anecdote. Quand on a eu ces longues discussions dans le cadre du groupe TUO, à un moment donné, on parlait planification et en fait, on avait des industriels qui nous disaient on ne peut pas se retrouver dans la situation des gaz de schiste. Si on nous donne des permis, on ne peut pas nous les enlever. Il faut qu'on nous dise là où on a le droit de creuser. Alors moi, je disais oui, d'accord, très bien. Alors si on vous dit on a le droit de creuser, on va vous dire aussi où on n'a pas le droit de creuser. Alors là, plus personne ne voulait une planification. Plus personne. J'ai dit, mais vous n'allez pas creuser. Moi, j'étais en Ardèche. Vous n'allez pas creuser sous le pont d'Arc en Ardèche, c'est pas possible. Ou je ne sais pas, moi, sous les Champs-Élysées. Sur ça, on peut se mettre d'accord, on interdit. Non, on n'arrivait pas à se mettre d'accord non plus, quand même. Là, hein, c'était pas possible d'envisager qu'on n'aille pas creuser là. Ça, c'est le logiciel qui est pas bon. Je trouve quand même qu'ils ont évolué, d'ailleurs, en 10 ans. Un petit peu, quoi. Si je peux faire un petit mot sur l'or en particulier là-dessus, selon mes chiffres, c'est 2/3 des réserves d'or mondiales qui ont déjà été extraites.
De toute façon, donc se poser la question de savoir si on va délocaliser la mine ou non, pour l'or par exemple, c'est pas une question. On arrive au bout de l'industrie minière aurifère de toute façon, puisqu'il n'y aura bientôt plus d'or à aller chercher dans le sol. La France, en termes de possession d'or, on est à la 4e place mondiale. On a largement de quoi aujourd'hui assurer nos besoins existentiels en matière d'or, parce qu'on sait que dans la technique, la téléphonie et le numérique, on n'utilise que environ 6 à 7% d'or. Tout le reste va dans la fabrication de bijoux. Le bijou n'étant pas un besoin existentiel, il faut, comme disait Olivier, revoir notre système, c'est-à-dire à quoi en fait on utilise notre or, pourquoi on ouvre des mines. Pour info, par exemple, dans le sol sous le site de Montagne d'Or, il y a 1,8 g d'or par tonne de roche extraite. Dans une tonne de téléphone portable, il y a 200 g d'or. Vous voyez le ratio 1,8 g versus 200 g par tonne de téléphone portable recyclé. Donc, s'il y a un endroit où on peut vraiment devenir leader, c'est sur le recyclage de l'or qui se recycle extrêmement bien par ailleurs, et laisser notre forêt amazonienne tranquille, qui n'a rien demandé et qui vraiment se passerait bien de se faire dynamiter à coup justement d'explosifs. Et franchement, on en est là aujourd'hui, on doit revoir nos priorités. C'est soit on préserve le climat, soit on continue à vendre des bijoux en or pas cher. Mais l'un et l'autre, ça ne va pas ensemble. Eh bien, c'est la forêt amazonienne et les autres forêts. Oui. C'est la particularité quand même de la forêt amazonienne, il faut la souligner. C'est-à-dire que quand on extrait 2 tonnes d'or légales, on en a 6 qui sont illégales. Et en fait, il y a une impression quand même que le business est perdu, je pense. Et d'ailleurs, il est perdu dans des conditions dramatiques sur le plan environnemental, parce que l'exploitation illégale d'or en Guyane, c'est la mafia qui l'a fait. Elle l'a fait en faisant de l'esclavage et en balançant du mercure dans les rivières. Et ça c'est quelque chose qui est une vraie difficulté. Même si, comme le disait Marine tout à l'heure, nous, les retours qu'on a de Guyane Nature Environnement, c'est qu'en effet, qu'à chaque fois qu'on essaye de remplacer un légal par un illégal, on n'a absolument pas une amélioration sur le terrain, au contraire. Mais d'ailleurs, pour clore un peu le sujet de l'orpaillage illégal, la seule manière de mettre un terme à l'orpaillage illégal, c'est pas de renforcer les moyens militaires, c'est de fixer le cours de l'or. Si vous fixez le cours de l'or à un niveau suffisamment bas pour que ce ne soit plus intéressant d'aller chercher dans la forêt amazonienne, parce qu'en fait, ce qui fait venir des orpailleurs illégaux, c'est la misère humaine, c'est les territoires autour, hein, le Brésil, le Suriname, qui sont attirés par les gisements en or. Tant que vous aurez un cours de l'or qui, comme en ce moment, explose, vous aurez des orpailleurs. Là, il y a donc l'amendement Sadier est voté, mais il y a, Marine, sur ce que tu es en train de dire, il y a des remarques en disant c'est un discours très sensé, mais totalement inaudible, malheureusement, quand on voit toutes les polémiques sur les Amish, les avions, etc. Et puis le cours de l'or, il n'est pas fixé réglementairement. Non, mais c'est parce que Delphine posait la question des réflexions au niveau mondial. Et en fait, la seule fois où on a réussi à éradiquer l'orpaillage illégal en Guyane française, c'est le moment où les États-Unis ont fixé le cours de l'or à un niveau tellement bas que ce n'était plus intéressant. C'est le seul moment dans l'histoire, justement, depuis l'Eldorado, enfin la ruée vers l'or en Guyane française, qu'il n'y avait plus d'orpailleurs dans la forêt amazonienne. Et donc, il suffit de regarder notre histoire. On sait comment arrêter l'orpaillage illégal, mais par contre, il faut rentrer dans des discussions au niveau international qui, aujourd'hui, on le voit avec la crise du Covid, ne sont pas réalistes. Je comprends tout à fait le point de vue des Twitchers. C'est évidemment une théorie qui restera une théorie tant que l'humain, justement, n'aura pas revu son logiciel, tant qu'on n'aura pas placé notre valeur refuge dans l'air qu'on respire et dans l'eau qu'on boit, au lieu de le placer dans l'or. Effectivement, on va avoir un problème de société pour régler cette crise écologique qui nous attend. Et merci de ce raisonnement très convaincant, en fait, que c'est le vrai remède. Parce que sur le plan militaire, c'est une situation qui est quand même aujourd'hui extrêmement et sécuritaire, extrêmement tendue, extrêmement violente en Guyane. Extrêmement violente pour les peuples qui la subissent depuis les années 80-90. On a des enfants qui naissent avec des retards parce que les femmes sont impactées par le mercure
durant leur grossesse. On le voit parce que les professeurs dans les villages amérindiens nous le rapportent. Ils ont des retards d'apprentissage très lourds dans les classes. Et puis, donc une claire violation de leurs droits fondamentaux à avoir un environnement sain, à la vie, à la santé. Et donc, une responsabilité, évidemment, de la France dans cette situation. Mais une réponse militaire qui n'est pas adaptée parce qu'on le voit avec tous les moyens qu'on déploie. Malheureusement, on arrive à peine à contenir ce phénomène. Enfin, je veux dire, chercher un orpailleur dans la forêt amazonienne, c'est comme chercher d'aiguilles dans une botte de foin, c'est extrêmement compliqué, on l'entend bien. Et donc, c'est pour ça que pour moi, la réponse n'est pas tout sécuritaire. On ne peut pas tout régler, justement, grâce aux militaires. Parmi vous, il y en a qui avaient vu le reportage de l'émission Sur le front, sur la forêt amazonienne, qui montrait le combat de Sisyphe, en fait, qui est le travail des forces de l'opération Harpie qui doivent lutter contre l'orpaillage illégal. Olivier, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres situations comme celle qu'on a vue tout à l'heure dans le reportage de Languedoc-Roussillon? Oui. Oui, il y en a, oui. Il y a beaucoup. Faire le point là-dessus un peu. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que rien que sur ma région, à moi, il y en a beaucoup d'autres. On peut citer d'autres sites, Saint-Laurent-le-Minier aussi, par exemple, dans l'Hérault, qui attire d'ailleurs beaucoup de baigneurs. Il y a toutes les mines d'uranium dans le Limousin. Là, on a des pollutions qui sont très graves. Alors là, les difficultés, en plus, c'est qu'on s'est confronté à une entreprise d'État sur le nucléaire, donc encore peut-être plus difficile encore que les autres à contraindre à faire les choses correctement. Et puis, il y en a un petit peu partout sur le territoire français, des sites d'après-mine. Alors, ils polluent plus ou moins, ils ont un impact sanitaire et environnemental plus ou moins important. Ce qu'il faut savoir, c'est que théoriquement, le code minier, et c'est son seul intérêt, c'est qu'il permet d'engager la responsabilité des anciens exploitants ad vitam aeternam. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je subis un cancer parce que j'habite à Salsigne et que j'estime ce cancer lié à la mine, je peux aller chercher soit la responsabilité de l'État à Salsigne, puisqu'il n'y a plus d'exploitant, soit la responsabilité de l'exploitant. La grande difficulté qu'on a rencontrée quand on a essayé de faire ça, et notamment on peut le faire pour le préjudice écologique, on pourrait théoriquement dire voilà, la mine pollue au point de déstabiliser les écosystèmes et donc demander réparation de son préjudice écologique et donc faire condamner à des mesures de remise en état matérielle pour faire stopper la pollution. La réalité, c'est que on a de grandes difficultés à montrer que les pollutions liées à la mine impactent les écosystèmes et de l'autre côté où impactent la santé. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont des cancers, mais on nous répond... c'est comme pour les pesticides, quoi. On vous dit qu'il n'y a pas de lien de causalité. Voilà, toute la difficulté est là. Voilà, toute la difficulté est là. Et en fait, on se fait enfermer dans des débats d'experts qui sont assez infernaux. Je trouve que Antoine Gatté, mon collègue, me résumait bien la question il n'y a pas longtemps, on en discutait. Il me disait, dans le Limousin, quand je discute avec Areva, je leur dis, regardez, le compteur Gégère crépite. Et les experts répondent, mais attendez, il faudrait que vous y restiez 2 heures par jour, tous les jours de votre vie, pour avoir un cancer. Et en fait, lui, il a arrêté de débattre sur cette question-là. Il répond, bon, mais très bien, alors mettons un panneau sur ce secteur en disant qu'il ne faut pas rester 2 heures par jour. Là, plus personne ne veut mettre de panneau et c'est le seul moyen qu'on arrive pour sortir de ce genre de débat d'experts qui nous enferment, quoi, en fait. C'est ça. Alors, Cédric et Hubert, là, qui sont en séance, comme on approche de la fin de cet échange sur Twitch, là, on va arrêter à 23h ce soir pour pouvoir aller en séance. Et on est bientôt sur l'article 20 et donc le code minier, mais pas encore. On a eu une intervention intéressante de Chassaigne sur le fameux amendement Sadier qui a dit écoutez, cet amendement, il est en fait en partie satisfait par ce qu'il y a déjà dans la loi ASAP, sauf que le gouvernement ne prend toujours pas le décret qui est en préparation depuis longtemps. Chassaigne nous a dit qu'il avait écrit une question sur les réserves d'eau souterraines. Il avait une question écrite au gouvernement qu'il a écrite en 2019 et pour laquelle il a reçu la réponse hier et qui lui explique que justement le décret manque encore et donc il disait
si le vote ici, une piqûre de rappel pour le gouvernement, ne sera pas plus mal. En tout cas, il nous a rappelé que le chemin était long du vote de la loi jusqu'à la mise en œuvre effective. Merci les amis. Je vais vous rejoindre un peu après 23h, puisqu'on va arrêter ce soir le Twitch à 23h pour être là en séance avec vous sur le code minier. J'espère que les amendements vont être adoptés. Alors, il y a des questions un peu plus générales là. Comment réguler, voire interdire sans qu'on nous traite, nous, d'être que punitifs, d'être traités d'amiches, etc. Ça revient beaucoup dans le débat. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, Marine et Olivier, ce type de questions. Pour clore un petit peu sur les limites planétaires, j'ai envie de rappeler du coup la proposition qui avait été formulée par la Convention citoyenne sur la reconnaissance du coup la création d'une haute autorité pour les limites planétaires qui serait donc composée de scientifiques capables justement d'avoir une analyse, un filtre en fait de nos lois, de nos règlements, de nos programmes et notamment de nos programmes miniers du coup, justement au regard des limites planétaires, c'est-à-dire savoir si scientifiquement parlant une activité est viable sur un territoire ou non, et donc dire tout ce qui évidemment dépasse le seuil tolérable, dépasse ces limites planétaires et donc compromettent la stabilité de nos écosystèmes sur nos territoires ne sont pas des activités viables, et donc ça nous permettait finalement d'avoir, au lieu d'avoir des prismes très sectoriels, alors d'un côté la mine, de l'autre côté la biomasse, là les centrales au fioul, etc., des projets qui s'empilent les uns sur les autres et qui ont des impacts cumulés extrêmement graves sur lesquels nous n'avons aucune visibilité actuellement, d'instaurer donc cette haute autorité des limites planétaires afin justement de pouvoir se doter sur le long terme aussi d'une visibilité sur comment on garantit d'avoir une activité sur nos territoires qui soit compatible avec le fonctionnement des écosystèmes. Et c'est une proposition que tu as défendue aussi, Delphine, j'ai vu, et qui, j'espère, suscitera des questions à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, évidemment, si le gouvernement fera volte-face sur cette question, mais en tout cas, je sais que c'était une question vraiment très fortement abordée par les citoyens au sein de la Convention citoyenne. Et d'ailleurs, cette proposition, elle fait déjà son chemin, puisque je sais qu'au sein du ministère de la Transition écologique, il y a des débats en cours sur les limites planétaires et en même temps sur un défenseur de l'environnement. J'ai franchement espoir qu'on arrive dans les mois, dans les années qui viennent, à avoir justement cette logique systémique s'installer pour qu'au lieu de réfléchir en silo par secteur d'activité, on réfléchisse de manière globale sur qu'est-ce qui est soutenable d'un point de vue d'une logique écosystémique et de se ranger finalement dans ces lois de l'environnement qui s'imposent à nous par la science, par la physique, par la biologie. Quand on a reçu, c'est Cédric qui animait les membres, les citoyennes et les citoyens de la Convention, Hubert Accart a eu une phrase que j'ai notée parce qu'elle est très juste à propos des limites planétaires. Il disait le monde du futur est nécessairement un monde de partage parce que les ressources sont limitées. Olivier, quels sont les principaux combats, là, les principales attentes de France Nature Environnement sur les articles 20 et 21 là, qui viennent? Quel est on a parlé tout à l'heure du doute sérieux, mais il y a d'autres sujets, en particulier sur la participation du public. Qu'est-ce qui est vraiment capital à vos yeux? Déjà, moi, ce qui est à mes yeux capital, et ce qui est capital aux yeux de France Nature Environnement, là-dessus on est bien d'accord, c'est de ne pas rester avec le code tel qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important parce qu'il continue à y avoir des activités minières et elles continuent à être encadrées par n'importe quoi, enfin par rien du tout. Donc là, le sujet, c'est qu'il y ait une réforme. Alors, sur l'après-mine, ce qui est proposé dans le cadre de l'article 20 nous paraît satisfaisant, sauf la question de la participation du public, qui est mal réglée, mais ça on en a déjà parlé, et il faudrait qu'elle soit améliorée. Sur la question de l'ordonnance, l'ordonnance, on a un sérieux doute sur le fait qu'elle soit prise, parce qu'en fait, quand on pose la question, on nous dit oui, on va la prendre, mais peut-être qu'on n'arrivera pas à la prendre sous ce quinquennat. Alors là, du coup, on ouvre la porte à une possibilité d'absence de réforme du code minier. Et du coup, en effet, c'est vrai que cette question d'introduire dans le dur de la réforme
et d'en voir son application dès sa promulgation, la possibilité de refuser les titres miniers, ça c'est une chose. Et il faudrait que ça soit assorti par son corollaire, enfin ses corollaires. Le premier, c'est de soumettre les titres à une évaluation environnementale, parce qu'en fait, ça va être dur de refuser des titres miniers si pour des considérations environnementales, si préalablement on n'a pas évalué leurs conséquences environnementales. Donc ça, c'est important. Il faut aussi réformer ce qu'on appelle le droit de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple à faire dans le code. Il y a des propositions qui ont été faites, tu sais que tu en as faites. C'est vraiment les deux choses qui vont nous permettre de faire qu'il y a un début de réforme, quelque chose qui met hors jeu le code tel qu'il est aujourd'hui. Après, il est clair que tout ne peut pas se faire dans cette loi-là, parce que en fait, en réalité, la réforme du code minier, elle est complète. Ça va des infractions pénales en passant par les contrôles de police. Et donc derrière, il faudra qu'il y ait soit une nouvelle discussion parlementaire, mais qui soit dédiée à ça spécifiquement. Et ça, j'y crois pas vraiment. Hein. Enfin, en tout cas, l'expérience montre les 10 dernières années qu'il n'y a jamais le créneau. Voilà. Soit il faudra une ordonnance, et il faudra une ordonnance la plus intelligente possible sur ce terrain. Ouais. Si tu me permets... la logique montre aussi que, en fait, c'est pas complètement un hasard, hélas, hein, si depuis maintenant plus de 10 ans, cette réforme n'est toujours pas faite, parce qu'il faut bien avoir conscience que si des combats ont été gagnés, celui pour l'interdiction du gaz de schiste, je l'espère, celui contre la montagne d'or, la réforme globale du code minier pour qu'il respecte les principes de base du code de l'environnement est clairement combattue par un certain nombre de... Mais là-dessus, je pense que, mais bon, c'est facile à dire aujourd'hui dans un contexte jurisprudentiel un petit peu évolué. Moi, je pense que FNE a à faire son mea culpa là-dessus, et on l'a fait récemment en se disant on n'a pas été assez agressif au plan contentieux, notamment sur la question du non-respect par le code actuel de la Constitution, sur le non-respect des directives européennes. Alors aujourd'hui, ça nous paraît plus facile parce qu'on a de la jurisprudence sur laquelle on se fonde, et c'est toujours... en même temps, on n'a pas fait encore, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que je pense qu'attendre une réforme du code minier, ça peut conduire à attendre 10 ans, et en tout cas, je ne le pense pas, je vais les constater. Voilà, donc vous avez un scoop ce soir. Il va y avoir une nouvelle affaire du siècle, où tout ça, si rien n'avance, va finir devant les tribunaux avec des questions prioritaires de constitutionnalité. Le code actuel, il ne respecte pas la Constitution. Non, en fait. Non, je ne pense pas. Non. Et si tu me permets quand même de revenir sur la question précédente, là, nous, on croit quand même à FNE que les limites planétaires, les éléments scientifiques doivent guider l'action publique, mais que quand même, l'action publique, ça reste entre les mains de la démocratie. Vraiment, la question du dialogue environnemental, pour nous, c'est central sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir débattre. Il faut pouvoir débattre de tels projets, de telles stratégies, de tels impacts environnementaux. Il faut pouvoir le débattre sur la base d'éléments scientifiques qui sont posés et clairement posés sur la table. Mais à part par le débat, la démocratie et convaincre les gens, on ne voit pas trop d'autres solutions. Alors, je n'ai pas bien compris la question. Il ne faut pas être du côté de l'écologie punitive. Si j'ai bien compris ce qui était derrière ça, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Non, c'était comment déjouer en fait. Alors d'abord, il y a des commentaires de défense de FNE en disant non, heureusement que France Nature Environnement est là. Oui, mais ça, c'est en faisant son autocritique qu'on avance. Et non, la question c'était quelle réplique en fait à ce type de reproche. Moi, je sais pas. En tout cas, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'écologie, personnellement, je ne sais pas si c'est la position de FNE, mais moi, je trouve une écologie punitive, c'est-à-dire une écologie qui interdit dans l'intérêt de tous et qui est vraiment, qui contrôle vraiment les comportements, qui sanctionne quand ils dérapent, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place parce que sinon, on ne s'en sort pas. Ok.
Eh bien, écoutez, chers amis, moi, je vais aller en séance rejoindre Cédric et Hubert. Peut-être Cédric et Hubert peuvent nous faire un coucou avant qu'on rende l'antenne. Je réponds à un commentaire tout à l'heure. Donc, ici, il n'y a aucun risque d'amende à 135 €, puisque la question était posée par rapport aux manifestations de cet après-midi. Mais par ailleurs, on va continuer à soutenir les jeunes qui manifestent, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui est particulièrement choquant. Cédric, le mot de la fin. Eh ben, Delphine, on t'attend. Là, on arrive maintenant sur quelque chose qui est emblématique avec cet article 20. Et aux Twitchers, aux Twitcheuses qui sont libérés 1 heure plus tôt, dormez bien pour prendre bien des forces, parce que demain, c'est une autre grosse journée de débat parlementaire. Mais il y en a qui te réclament, Cédric, hein, sur le chat, le chat là. Delphine, est-ce que tu as le programme de vendredi? Parce que demain, donc il n'y a pas, demain à l'Assemblée nationale, c'est le débat notamment sur la fin de vie. Donc il n'y aura pas de Twitch sans filtre. Et pour tout vous dire, parce que je vois que dans les commentaires, il y a beaucoup de questions sur mais en fait, on aimerait ça tout le temps, on aimerait ça sur tous les débats parlementaires. On n'en a pas encore discuté. Pour l'instant, on fait la loi climat. Delphine, oui, tu as les programmes de vendredi? C'est enthousiasmant, mais c'est très fatigant quand même. Mais alors, pour vendredi, j'aurai l'honneur d'animer, moi, 2 ateliers. Un sur à 10 heures d'abord, puis sur la pollution de l'air, et l'autre sur la question des zoonoses. Et des zoonoses et en relation avec la déforestation. Ça, c'est pour le matin. Et pour l'après-midi, à partir de 16 heures, une table ronde sur l'aérien. Voilà, c'est là qu'on parle de rêve d'enfant. Et à 18 heures, une table ronde sur l'écoféminisme. Voilà. Donc, avec toi, Delphine, et Alban Gaillot. Voilà, c'est ça. Et donc, matin, je crois que tu reçois l'association Respire notamment. Alors, oui, Respire, Claire Pitola, qui est députée aussi, l'AREM, mais présidente du groupe d'études Air et Santé. Et l'atelier 2 sur les zoonoses, pour l'instant, j'ai Yann Lohams, qui est directeur de pôle biodiversité WWF, mais on cherche encore d'autres intervenants. Voilà, mais c'est un petit peu compliqué de trouver des gens qui veulent aller sur Twitch aussi. Vendredi, on rentre dans le titre se déplacer, en fait, du projet de loi, donc qui porte sur la bagnole, l'avion, etc., d'où le fait qu'on entre dans les débats sur la santé environnementale, la pollution de l'air, et bien sûr, on aura un débat très approfondi sur le trafic aérien et la situation du secteur aérien, avant le soir de revenir sur ce qui était au cœur de l'intervention de Alban Gaillot, sur le lien entre les enjeux climatiques, environnementaux et les inégalités entre les hommes et les femmes. Oui, on parlera du cabinet vert qui est à la tête de l'État et qui manifestement passe plus de temps à s'occuper des maires écologistes que de gouverner la France. On en parlera aussi vendredi. Voilà, très bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Et la cloche vient de sonner. On va aller en séance. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à nos invités, à Marine, à Olivier. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre.